Il y a de la place devant, donc vous pouvez tout à fait venir garnir les sièges de cet hémicycle. Hein, il y a encore de la place devant, donc n'hésitez pas à vous mettre devant. D'accord. Non, les bons élèves ne sont pas tous forcément devant. Hein, ils peuvent être aussi... Eric. Très bien. Alors, écoutez, merci à toutes et à tous de vous être déplacés pour cette réunion. Réunion d'information, réunion d'échange, réunion de débat entre nous tous. Hein, je vais simplement vous rappeler un petit peu le déroulé de cette réunion qui se fera en 2 temps. Alors, tout d'abord, vous présentez Thomas Straub du cabinet Eneis qui a conduit donc la première partie de cette étude. Et donc, M. Straub va nous présenter un petit support, environ 15-20 minutes, pour vous présenter un petit peu les enjeux et peut-être les premiers éléments relatifs à cette première phase d'étude. Et puis après, nous aurons effectivement un temps d'échange, de concertation, qu'on va essayer de discipliner le plus possible. Je ne sais pas si on a des micros qui sont prévus pour être circularisés dans la salle. Sinon, il y en a ici, donc vous pourrez peut-être vous déplacer pour poser vos questions. Alors, on verra si on fait question par question, si on prend une salve de questions, et puis après, on y apporte bien évidemment les réponses. Et puis, bon, on peut échanger, bien évidemment. Alors, avant de passer la parole à Thomas Straub, je voulais tout d'abord vous rappeler un petit peu la genèse de cette réflexion. En 2014, après donc l'élection d'Emmanuel Lamy à l'élection municipale, nous avons eu, au sein notamment de notre groupe majoritaire, Union pour Saint-Germain, un certain nombre de réflexions concomitantes à la mise en place de notre communauté d'agglomération. Vous savez qu'on a évolué dans un temps relativement court dans notre agglomération. La première à 10 communes, Saint-Germain-Seine-et-Forêt, qui après a été fusionnée avec celle des Boucles de Seine par une décision imposée notamment par le préfet de région. Et à ce moment-là, nous avons été un certain nombre, notamment menés par 2 élus, René Priou et Xavier Lebray, à commencer à initier une réflexion avec nos voisins autour de cette thématique de la commune nouvelle, qui était une thématique relativement nouvelle en Île-de-France, mais qui commençait à croître, ou en tout cas qui commençait à produire un certain nombre d'effets, notamment dans un certain nombre de départements de l'ouest de la France. Voilà. Et puis il y a eu des évolutions également dans les Alpes, avec l'exemple, peut-être que vous connaissez, de la commune d'Annecy. Et donc voilà, on a poursuivi ces échanges. On a, avec le décès d'Emmanuel Lamy, stoppé bien évidemment ces discussions. Et puis à l'été dernier, nous avons repris langue avec nos voisins. Nos voisins sont également venus nous voir pour savoir si on voulait réfléchir de nouveau à cette réflexion d'une commune nouvelle. Et donc nous avons lancé un groupement de commandes. Un groupement de commandes, ça permet effectivement de pouvoir diligenter et commander une étude après appel d'offres que nous avons confiée au cabinet Eneis. C'est la première phase de cette étude. Est-il intéressant de travailler sur un projet de commune nouvelle ? Est-il intéressant d'associer Saint-Germain à cette commune nouvelle ? C'était ça un peu la première des questions à laquelle cette étude devait répondre. En résumé et en synthèse, est-ce que ce projet de commune nouvelle ne doit que concerner 3 communes qui étaient l'Étang-la-Ville, Mareil-Marly et Fourqueux, ou bien Saint-Germain doit-il également faire partie de cette réflexion ? Et cette première partie de l'étude a démontré que Saint-Germain devait bien évidemment faire partie de cette réflexion. Donc on va vous détailler tout ça. Mais je voulais vous dire que la commune nouvelle, aujourd'hui, il y a 1800 maires en France qui se sont engagés dans ce processus. Voilà, plus de 1500 communes ont été effectivement fusionnées. Ça a donné lieu, je crois, à 500 communes nouvelles. Si je dis des bêtises, peut-être vous corrigerez parce que les chiffres changent, qu'il y a un certain nombre de projets. Alors il y a des projets qui naissent,
Il y en a qui meurent tout de suite, il y en a qui meurent un peu plus, il y en a qui perdurent, il y en a un certain nombre en Île-de-France qui sont en train effectivement d'émerger, il y en a des secrets, il y en a qui sont notoires. Donc on sent bien qu'on est sur une thématique qui de toutes les manières est en pleine évolution. En tout cas, ce que je sais, c'est que la situation de notre ville aujourd'hui est bien différente de celle que nous avons connue il y a un certain nombre d'années. Et quand on voit ce projet de commune nouvelle, certes, il y a un effet d'aubaine, certes, il y a des opportunités, notamment financières, fiscales, en matière de figer un certain nombre de pénalités, mais ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de ce projet. Ce projet de commune nouvelle, il repose avant tout sur un projet communal. Un projet communal, c'est un projet commun entre les différentes communes qui ont décidé ou qui veulent décider demain d'agréger leurs forces, également leurs faiblesses, mais de leurs faiblesses, on peut également tirer un certain nombre de forces pour affronter l'avenir avec plus de sérénité, parce que ce que je sais, c'est que notre territoire, à Saint-Germain, il est aujourd'hui à l'écart d'un certain nombre de dynamiques. Notre ville a été trop longtemps et trop souvent toute seule. Et je le mesure aujourd'hui dans un certain nombre de décisions que nous sommes amenés à prendre. On doit être plus fort, on doit être peut-être non pas plus imposant, mais plus fort ensemble. Et on a l'occasion, à travers ce projet, peut-être de consolider un bassin de vie et un bassin de population qui est réel, qui existe. Quand on parle de Fourqueux, quand on parle de Marie-Marly, quand on parle même de l'Étang-la-Ville, on parle de communes qui sont pleinement intégrées à notre bassin de population. Alors, quand on a dit ça, effectivement, après, il y a un certain nombre de prérequis, il y a un certain nombre d'études, il y a un certain nombre de chiffres, de données, de projets qu'il faut mettre ensemble, et c'est l'objet de cette deuxième phase dans laquelle nous avons commencé effectivement à nous lancer avec les 3 autres maires, mais je pensais qu'il était important, et nous pensions avec l'ensemble de ces maires, qu'il était important de venir déjà vous restituer et de venir recueillir quelque part vos objections, vos oppositions, mais également vos commentaires, vos suggestions sur ce projet. Je pense que c'est un temps de restitution citoyen qui doit être observé maintenant. Alors, simplement, avant de passer la parole à M. Straub, dire que j'ai entendu dire effectivement que peut-être le citoyen n'avait pas été un peu plus en amont associé à cette démarche. Moi, je voudrais simplement remettre les choses dans leur contexte. Ce projet, c'est un projet qui a nécessité une étude qui a duré 2 mois. Cette étude, elle a d'abord été faite pour les élus qui vous représentent dans les 4 communes. Et je pense que c'est important de respecter le temps de travail des élus. Une fois que les élus se sont appropriés cette matière première, une fois que les élus en responsabilité ont décidé de poursuivre sur une deuxième phase, vient le temps de la restitution citoyenne et vient le temps de l'échange et de la concertation. C'est ce premier temps d'échange que nous faisons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce propos liminaire. Je reviendrai peut-être dans le cadre des questions que vous poserez sur un certain nombre de motivations, mais il y a aussi des élus, ils pourront s'exprimer. Peut-être que tous ne partagent pas le même avis ou la même opinion. Je veux que cette réunion se fasse bien évidemment dans l'esprit qui préside en tout cas à nos séances du conseil municipal, c'est-à-dire avec bienveillance, sans agressivité aucune. Il n'y a pas de questions taboues. On répondra à toutes vos questions. Et je souhaiterais en tout cas, c'est un vœu que je forme, qu'à la fin de cette réunion, vous soyez au maximum et le plus possible informés sur ce processus. Voilà ce que j'ai dit sur ce temps peut-être un petit peu long préliminaire. Et puis je vais passer la parole à Thomas Straub. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être assez synthétique parce que la totalité des documents de travail ont été publiés sur les sites internet des 4 communes et je préfère laisser la place au maximum de questions. Donc, si jamais il y a des choses qui vous semblent incomplètes, on y répondra par la suite sans aucune difficulté. Donc, effectivement, on va faire un point rapide sur la démarche et son état d'avancement, l'idée étant de laisser le plus de place possible aux échanges avec les personnes présentes. Alors peut-être juste en introduction, rappeler ce qu'est une commune nouvelle, même s'il y a beaucoup d'éléments qui ont été communiqués dessus. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une démarche qui reste volontaire, voilà, aujourd'hui. On insiste sur ce point parce que c'est une très très grosse différence avec ce qui a pu se faire en termes de fusion d'intercommunalité. On a été sur un processus qui est complètement imposé, ou encore sur des fusions de régions, qui là aussi un mouvement de fusion qui s'est imposé par le haut. Les communes nouvelles, on est sur des démarches intégrées, ça fait 8 ans qu'on est sur un renforcement des incitations financières à le faire,
il n'est pas du tout exclu, et c'est notamment le cas en Île-de-France, qu'on finisse par être sur des stratégies au niveau de l'État d'imposition de ces mouvements. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle et à l'heure où on parle, on est effectivement sur quelque chose qui ne se fait qu'à l'initiative des communes concernées. L'idée, et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que les communes, ce sont les frontières entre guillemets administratives les plus anciennes. Voilà. C'est plus ancien que les départements, c'est plus ancien que les régions, c'est plus ancien que les intercos. Enfin, c'est vraiment le découpage historique de l'administration et de l'organisation administrative française. Il n'était pas non plus complètement aberrant de penser qu'en fonction de l'évolution des bassins de vie, il y ait des frontières, il y ait des limites qui puissent évoluer, voilà, sur ces périodes-là. Donc l'idée en tant que telle, et c'était bien le point de départ dans la pensée de l'État, c'était de permettre, sur la base du volontariat, à des communes d'adapter leur périmètre et leurs frontières à l'évolution de ces bassins de vie. Voilà. Ce ne sont plus forcément les mêmes qu'il y a 250 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la commune nouvelle dispose, elle seule, à terme, du statut de collectivité territoriale. D'accord ? En revanche, et ça c'est un point qui est extrêmement important, les anciennes communes restent des communes déléguées. Voilà. Communes déléguées exerçant en propre un portefeuille de services de proximité qui est à définir dans le cadre de la charte constitutive de cette commune. Il faut avoir en tête, et ça c'est extrêmement important, qu'elles ne disparaissent pas. Elles sont garanties à minima jusqu'en 2027, et après c'est à la commune nouvelle de déterminer si oui ou non il est pertinent de les maintenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de communes déléguées, on parle du périmètre des communes constitutives de cette commune nouvelle. Dans 8 ans, en fonction de la manière dont tout ça a été géré, dont les projets ont été conduits, le bon périmètre infracommunal n'est plus forcément celui qui correspond au périmètre historique des communes. On peut parfaitement penser à un périmètre qui soit un périmètre Fourqueux plus un quartier limitrophe à Fourqueux aujourd'hui. Là, je me projette vraiment dans 10 ans, 2030. Voilà. Donc on a une garantie qui est commune déléguée jusqu'en 2027, et après on peut bien sûr avoir une stratégie infracommunale qui évolue au fil du temps. C'est un mouvement, ça c'est aussi extrêmement important quand on regarde ce qui s'est fait sur les 10-15 dernières années, qui concerne autant les communes rurales. Alors ça a été vraiment fait dans l'ouest de la France. La stratégie concrètement des élus, c'était la mutualisation ne suffit pas, entre guillemets, à nous garantir un socle de ressources suffisantes ou de maintien de services suffisants. Donc on s'intègre dans des stratégies qui sont des stratégies d'abord, je vais le présenter comme ça, d'abord défensives en tant que telles. Voilà. Le cas inverse, parce que c'est aussi des choses qui se voient en milieu urbain. Monsieur Pérécard a cité le cas d'Annecy, c'est aussi le cas de Cherbourg, c'est le cas d'Évry, en ce moment en Île-de-France. On est plutôt sur la constitution, effectivement, de communes nouvelles qui font 80, voire plus de 100 000 habitants, et qui là sont vraiment construites sur des stratégies d'évolution des bassins de vie observés. Aujourd'hui, on est effectivement sur près de 600 communes nouvelles, 1900 communes fusionnées, et à peu près 2 millions d'habitants qui sont concernés par ce dispositif. Juste avoir en tête, mais ça c'est un petit détail, que le conseil municipal, en cas de création de communes nouvelles, je parle bien sûr au conditionnel et avec plein d'hypothèses, est constitué des 124 élus jusqu'aux prochaines élections municipales, et lors du renouvellement part sur une base à 59. Voilà. Les objectifs, ici j'essaie de les adapter au contexte du territoire. Alors il y a plusieurs objectifs qui peuvent être recherchés à travers ça. On a bien sûr une logique d'efficacité et d'efficience, c'est la recherche d'économie. Voilà. D'économie d'échelle par la mutualisation des services qu'on va pouvoir gérer. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux choses. Un, c'est que la nature des économies, qui aujourd'hui n'est pas chiffrée, dépend d'abord du projet qu'on cherche à conduire en tant que tel. On peut avoir effectivement la simple volonté de regrouper des moyens pour continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais de le faire à moindre coût, ou au contraire, on peut se regrouper pour développer des projets nouveaux. Voilà. Donc les économies, ça se juge d'abord à l'aune de ce que les élus souhaiteront faire de cette commune nouvelle. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, et ça, il faut l'avoir en tête, c'est qu'un projet de fusion, quel qu'il soit, il représente des coûts à court terme. C'est un investissement. Quand vous fusionnez des organisations, quand vous les rapprochez, il y a des coûts liés au regroupement d'effectifs, aux superpositions de logiciels, aux outils métiers, aux bâtiments. C'est des choses qui doivent être considérées comme un investissement à court terme. Voilà. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'à long terme, au bout de 2, 3, 4 ans, on s'y retrouve sur des logiques de retour sur investissement. D'accord ? L'autre investissement là-dessus, c'est qu'on s'y retrouve d'un point de vue économique à mesure du niveau d'intégration qu'on choisit d'adopter. Voilà. Autrement dit, la fusion pure et simple est en tant que telle beaucoup plus efficace qu'une mutualisation à demi-niveau ou à 25% ou à 15%. Voilà. Qui est par nature beaucoup plus compliquée juridiquement et fonctionnellement à gérer. Le deuxième principe extrêmement important dans le cadre de ce projet, c'est que tout tourne en fait autour de la notion du cadre de vie. Voilà. On est sur un territoire où le niveau d'homogénéité
des caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques territoriales et d'une homogénéité très très importante. Voilà. Avec des niveaux en fait en termes de cadre de vie qui sont assez comparables et qu'on pourrait même presque juger d'excellence si on les compare à ce qu'on peut observer en Île-de-France et voir dans l'ensemble de la métropole. Donc on a bien, et ça c'est une attention très importante qui sera portée dans le cadre de la deuxième phase, un impératif qui est de maintenir et de préserver ce qu'on va appeler un cadre de vie d'excellence, voire de le développer sur un certain nombre de sujets, et j'aurai l'occasion de donner un certain nombre d'exemples. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, surtout d'ailleurs du point de vue de la ville de Saint-Germain, parce que la ville de Saint-Germain en tant que telle n'a pas forcément exactement les mêmes intérêts que les trois autres qui sont beaucoup plus petites à ce rapprochement. L'idée derrière cette commune nouvelle, c'est de pouvoir constituer un bassin de vie, une commune, qui dépasserait effectivement le seuil des 50 000 habitants. Ça en ferait le deuxième pôle urbain du département. Et si on se projette dans la gouvernance de la métropole du Grand Paris, ça fait quelque chose qui fait aussi sens et qui pèse entre l'agglomération, je dirais, qui est juste au nord et qui regroupe aujourd'hui deux communes, à peu près 220 000 habitants, c'est l'agglomération de Cergy-Pontoise, et puis le bassin versaillais en dessous. Voilà. Donc on a effectivement un pôle qui, du coup, en tant que tel, en termes de gouvernance territoriale, si on pense de manière plus large, serait certainement beaucoup mieux représenté auprès des différentes instances dans une logique de structuration des différents partenariats, que ce soit avec l'État, la région, le département, et puis demain la métropole du Grand Paris qui va monter en puissance. Et puis derrière, mais je les ai mis vraiment qu'en dernier, on a des enjeux qui sont effectivement liés à la maîtrise de la pression fiscale face aux baisses des dotations de l'État. Alors là-dessus, la commune nouvelle, c'est pour ça qu'on le met vraiment à la fin, ça a été dit, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le maintien des dotations pendant 3 ans. C'est pas le maintien des dotations pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Voilà. Donc c'est effectivement une petite carotte financière sur ces questions-là, mais il faut bien sûr pas prendre sa décision au regard de ça. Par contre, on a effectivement des enjeux qui sont assez importants. On l'a bien vu dans le cadre de la première phase. On a des stratégies d'abattement en termes de taxes d'habitation qui sont très différents. Aujourd'hui, la taxe d'habitation, elle disparaît. Donc on va avoir des choses à traiter à assez court terme. Pour 80% des foyers. Les étapes du projet, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, puisqu'on est effectivement sur un temps relativement dense. De février à avril 2018, l'enjeu, c'était d'analyser les convergences. Analyser les convergences, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire est-ce que oui ou non on crée une commune nouvelle, ça veut dire est-ce que oui ou non on a un intérêt à en créer une. Voilà. Après, la décision, ça peut être non, parce que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Mais cette première phase-là, c'était est-ce que les intérêts sont suffisants pour pouvoir imaginer la création de cette nouvelle entité. Deuxième question qui était liée à ça, c'est est-ce qu'on le fait à 3 ou à 4? Quand on le fait à 3 ou à 4, c'est est-ce qu'on le fait à l'échelle des 3 plus petites communes, sans être péjoratif, ou est-ce qu'on le fait avec Saint-Germain? Voilà. Et effectivement, une des réponses, c'est de se dire que, et ça c'est vraiment aussi du point de vue de chacune des 3 communes, peut-être que ça a pu être discuté, l'intérêt sans Saint-Germain, il est très très limité. Voilà. Il est très limité parce que ce bassin en tant que tel, pour l'ensemble des projets qu'il pourrait porter, n'existe pas. On n'est plus sur ce bassin, plus de 50 000, deuxième collectivité des Yvelines, tout ça n'existe plus. Et puis parce que derrière, tous les enjeux qu'on va pouvoir imaginer autour des notions de nature et ville, de cadre de vie, d'excellence, sont plus du tout les mêmes. Concrètement, un scénario A3, il ne permet rien que le scénario A4 ne permet pas de faire. Rien. Voilà. Tout ce qu'il est possible de faire à 3, il est possible de le faire à 4. Ça, c'est vraiment des premiers renseignements de la première phase. La deuxième chose, mais ça, ce sera des éléments qui seront beaucoup plus importants et constitutifs dans les 3 autres communes, c'est que les enjeux en matière de maîtrise de son pouvoir d'urbanisme, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, sont absolument pas réglés à 3 au regard de l'éloignement de l'atteinte de l'objectif qu'on appelle SRU. Voilà. Concrètement, on a 3 communes qui sont très loin de l'objectif de 25% des logements sociaux. À 3, elles ne se rapprochent absolument pas de ces objectifs-là. Voilà. Donc aucun intérêt de ce point de vue-là, ce qui est un intérêt vraiment constitutif à se rapprocher. Avec Saint-Germain, ça fonctionne, et il ne s'agit absolument pas, quand je dis ça, de dédouaner ces 3 responsabilités-là de cette obligation, qui est une obligation réglementaire. Il s'agit de se donner les moyens ensemble à 4, de pouvoir réfléchir et planifier cette question d'aménagement urbain avec un peu plus de temps. Parce que je pense que la ville de Saint-Germain, y compris elle-même, n'a aucun intérêt à ce que l'État reprenne le pouvoir d'urbanisme sur 3 communes qui lui sont limitrophes, voilà, en termes de partage de cadre de vie. Ensuite, on a une deuxième étape qui commence à partir d'aujourd'hui, qui est une première étape liée au projet de concertation en lui-même, c'est-à-dire solliciter quel est un peu l'avis des habitants aujourd'hui sur ces questions.
même si moi je pense en tant que tel que ce sont des questions qui sont assez éloignées des préoccupations des populations. Je parle vraiment de l'existence de la commune nouvelle en tant que telle. Le deuxième sujet qui est beaucoup plus important, c'est à quelles conditions est-ce qu'on est prêt à la créer. Voilà. Et les conditions auxquelles on est prêt à la créer, ça va être des conditions qui sont liées au maintien de la qualité du cadre de vie, je l'ai parlé, ça va être des questions qui sont liées à la gouvernance, ça va être des questions qui sont liées aux stratégies d'harmonisation fiscale ou tarifaire, par exemple. Voilà. Donc cette deuxième partie, cette première partie de l'étude, elle nous dit oui, on a un intérêt à la créer. La deuxième, à partir de maintenant et jusqu'en septembre, c'est sous quelles conditions et avec quels moyens et quelle stratégie. On aura un troisième passage, novembre-décembre, qui sera le passage officiel en bureau municipal, si on va jusque-là. Juste rapidement, en termes de communication, pour dire qu'il y a une vraie volonté quand même de rendre les résultats les plus transparents possibles, il y a un 4 pages qui a été diffusé au début de la démarche dans l'ensemble, dans toutes les boîtes aux lettres des 4 communes concernées. Il y a une boîte mail qui a été mise à disposition sur les sites internet des 4 communes pour que chaque habitant puisse poser les questions concernées sur le projet. Il y a des ateliers de travail, il y en a eu 9 qui ont réuni l'ensemble des élus des 4 communes, toutes sensibilités politiques confondues. Et ça, c'était une attention qui a été assez importante, portée par les 4 exécutifs. Dernière chose, c'est que tous les documents qui ont été produits sont disponibles sur le site internet des 4 communes. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'un usager ou un habitant X n'a pas plus d'informations que les 4 maires qui, à terme, piloteront le processus de décision si jamais on doit aller jusqu'à cette étape-là. Alors, les principaux enseignements à grosse maille, ce qu'il faut avoir en tête d'abord, c'est qu'on est sur un territoire, là je parle vraiment des 4 communes, qui est cohérent territorialement. Voilà. La constitution d'un bloc avec ces 4 communes-là, c'est la possibilité d'avoir un pôle urbain de plus de 50 000 habitants qui est inséré entre 2 bassins forestiers et qui demain, à partir, alors 2020, mais c'est une coquille plutôt 2021, premier semestre, va être connecté en termes de mobilité avec le T13. Voilà. Donc on a une véritable cohérence territoriale et urbaine derrière ces questions-là. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Le deuxième point, et ça c'est sans doute un des plus intéressants, c'est que sur ce bassin urbain-là, on a des contraintes et des enjeux en termes de croissance démographique qui sont très comparables. Ça permet de dépasser le seuil des 50 000 habitants au moment de la création de la commune nouvelle. À horizon 2030, on dépasse le seuil des 60 000. On est sur une croissance d'à peu près 10% en 10 ans. Voilà. Ça veut dire qu'on va avoir des enjeux en termes d'aménagement de l'habitat et d'évolution des structures de l'habitat qui sont assez comparables dans les 4 communes. On va avoir des enjeux de réponse à l'adaptation des logements pour les personnes âgées. On va avoir des enjeux d'adaptation des logements pour les logiques de desserrement des ménages. On va avoir des réponses en termes d'habitat qui vont être communes sur les 4 collectivités, avec des logiques en plus qui peuvent être intéressantes de croiser entre Saint-Germain et les 3 autres de parcours résidentiels. Voilà. On peut très bien vivre historiquement toute sa vie sur ce bassin, être jeune actif, avoir un F1 ou un F2 sur Saint-Germain parce qu'on a besoin d'être très près du RER et qu'on travaille à la Défense. On peut plus tard avoir besoin de s'installer dans une des 3 communes pour avoir une maison, s'installer en famille, rester pendant 20-30 ans, et on peut avoir besoin, en fin de vie, de retourner près des commerces à Saint-Germain avec un niveau de service sans doute plus important. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, ça permet plus facilement de créer des stratégies de parcours résidentiel sur des trajectoires qui sont des trajectoires longues en termes de vie, et ça c'est un véritable avantage. Ce que concrètement, une communauté d'agglomération ou une intercommunalité ne permet absolument pas. Quelques exemples. Alors là, c'est vraiment pour vous donner des extraits. C'est des exemples d'actions ou de réflexions qui ont été conduites dans le cadre de la première phase. Et ce sont des projets qui seraient facilités par l'existence et par la création de cette commune nouvelle-là. Voilà. Il y a effectivement, donc cette première action, c'est de préserver la capacité du territoire à être maître de sa stratégie d'aménagement. D'accord ? Je ne rentre pas trop dans le détail, mais concrètement, on a 3 communes sur 4 qui ont vraiment une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire vraiment la reprise par le préfet du pouvoir d'urbanisme à horizon 12-18 mois. Voilà. Alors c'est pas Saint-Germain, Saint-Germain n'est pas concerné par ça. Tout à l'heure on parlait des pénalités financières, à la limite, c'est pas grave, c'est pas grave. On est sur des communes qui ont peu ou prou, nonobstant une légère augmentation de la fiscalité, la capacité de les payer à horizon 2, 3, 4, 5 ans. Le vrai sujet, c'est que le maire ou ces maires-là perdent la capacité à décider des projets urbains qui seront mis en œuvre sur leur territoire.
Voilà. Et là-dessus, j'insiste, dans une logique où on est sur un bassin urbain cohérent en termes de vie, de parcours résidentiel, la ville de Saint-Germain en tant que telle n'a aucun intérêt à ce que ça se produise. Voilà. Elle n'a aucun intérêt à ce que des opérations qui ne seraient contradictoires avec ce qui est fait sur la ville de Saint-Germain depuis des années soient en opposition et en contradiction avec ce qui sera décidé potentiellement par le préfet demain. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est particulièrement important, c'est de pouvoir mettre en réseau des équipements sportifs et culturels qui sont très riches et très nombreux sur l'ensemble du territoire, avec une offre très diversifiée. Voilà. Ça c'est un deuxième point qui a pu être bien relevé, avec en plus un projet de déplacement du conservatoire de la ville de Saint-Germain qui pourrait être repositionné au centre du territoire et qui faciliterait, je dirais, un accès généralisé sur l'ensemble du territoire. On a un troisième axe qui est lié à la valorisation d'un patrimoine bâti exceptionnel sur l'ensemble de la commune avec des capacités d'entretien et de maintenance qui seraient facilitées. Quatrième point, qui serait sans doute d'ailleurs à mettre en deuxième potentiellement, c'est tout ce qui va être lié à l'excellence éducative. On a au niveau des écoles élémentaires plusieurs communes parmi les 4 qui ont déjà mis en place des classes bilingues. La ville de Saint-Germain n'est pas le seul à le faire. Demain, le fait de penser cette logique de commune nouvelle, c'est aussi de développer une offre complètement intégrée sur des logiques de parcours orientées vers l'excellence éducative, de l'élémentaire, c'est-à-dire de ce que les communes maîtrisent, jusqu'effectivement aux logiques de secondaire avec le lycée international. Autre exemple qui a pu être soulevé, c'est le renforcement des moyens potentiellement mis en œuvre en matière de sécurité. Voilà. Pourquoi de sécurité? Alors effectivement aujourd'hui Saint-Germain dispose d'une police municipale relativement étoffée. Demain on va avoir le T13 qui va s'ouvrir. À chaque fois qu'on ouvre un axe de transport de cette nature-là, ça change les besoins en termes alors certes de desserte de transport connexe, mais surtout et aussi en termes de flux de population. Voilà. Et plus on va être sur un territoire qui enregistre des flux importants en termes de population, et puis les besoins en termes de sécurité vont être importants, tant du point de vue des brigades qu'on pourrait mettre en place que du point de vue de la vidéoprotection. Voilà. Et ça, le fait d'avoir une stratégie intégrée le long du T13 qui va traverser 3 des 4 communes, c'est aussi quelque chose qui pourrait être particulièrement intéressant à mettre en place. Dernière chose, à titre d'exemple qu'on a pu relever, c'est tout ce qui va être, par des effets de masse, facilitation de la gestion d'un certain nombre de projets d'investissement articulés autour de tout ce qui serait justement l'image nature et ville, d'avoir un territoire qui puisse se développer entre 2 bassins forestiers sur des enjeux de développement durable, enfouissement des réseaux, notamment qui ne sont pas encore enfouis partout sur le territoire. Voilà, donc pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations que chacune des communes seules aurait beaucoup plus de mal à réaliser. Les suites à donner aujourd'hui, parce qu'effectivement tout ça, ça ne suffit pas. La première, elle a été évoquée par le maire, c'est un projet communal. Voilà. L'idée, c'est dans le cadre de cette deuxième phase, indépendamment des enjeux de gouvernance et des garanties apportées en termes de services publics, que cette commune nouvelle, elle poursuive une ambition autour de 3 grands axes qu'on a retrouvés dans le cadre, 3 ou 4 qu'on pourrait retrouver et qu'on a retrouvé dans le cadre de la première phase. C'est tout ce qui va être effectivement les enjeux liés à l'aménagement du territoire autour des notions de nature et de ville. Le deuxième volet, ça va être tout ce qui va pouvoir se jouer autour des parcours résidentiels. Un troisième autour de l'excellence éducative. Et puis un quatrième qui pourrait justement venir intégrer tous les impacts de l'ouverture de la ligne T13 et des mobilités que ça va pouvoir engendrer sur ce territoire-là. Voilà. L'idée étant de se dire que là, il ne peut pas y avoir, et ça moi je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup circulé, et c'est une remarque qui est extrêmement juste, il ne peut pas y avoir de commune nouvelle en tant que telle si derrière on n'a pas un projet qui donne sens à ce territoire-là sur un horizon de 6 à 10 ans. Voilà. L'intérêt de le faire aujourd'hui, maintenant, c'est que rédiger et réfléchir à un projet communal, ça prend du temps, c'est encore beaucoup plus de travail que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et l'idée, c'était, on se demande de savoir si on a intérêt à se rapprocher. Si la réponse est oui, on travaille sur un projet communal et c'est ce qui va se faire à partir d'aujourd'hui. La charte des services publics, c'est les garanties qu'on va apporter en termes de qualité sur les services publics qui sont aujourd'hui les services de chacune des 4 communes. On n'a pas trouvé il y a des différences entre les 4. On n'est pas non plus sur des communes qui sont à l'opposé dans la conduite de leur politique et de leurs orientations. Voilà. L'idée de cette charte de services publics, c'est un certain nombre de choses. C'est de garantir que tous les investissements déjà lancés, tous les projets déjà envisagés aillent bien à leur terme. C'est la garantie qu'un certain nombre de services
voire même plus de services qu'aujourd'hui, restent disponibles dans des antennes, ce qu'on pourrait appeler les futures antennes de la commune nouvelle. C'est la garantie qu'on puisse avoir un niveau de qualité dans chacune de ces communes sur l'ensemble des champs qui ont été étudiés, qui ne soient pas inférieurs demain à ce qui existe aujourd'hui. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va d'ailleurs pouvoir organiser des ateliers avec des habitants au cours des 2-3 prochains mois. Et le troisième point, c'est la charte de la gouvernance. Alors, charte de la gouvernance, c'est un gros mot, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir voir comment, pendant cette période transitoire, ce que j'appelle période transitoire, c'est jusqu'en 2020, les prochaines élections municipales, mais aussi entre 2020 et 2027, les décisions pourront se prendre. L'idée principale étant d'intégrer, de veiller au fait que les décisions doivent se prendre après avis, voire sur un certain nombre de sujets après codécision, des anciennes communes qui deviendraient des communes déléguées. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent et qui se définissent. Bon, je l'ai dit, hein, j'insiste pas trop là-dessus. S'il y avait effectivement sur la charte des services publics un sujet important, c'est d'arrêter les principes directeurs en matière d'harmonisation, notamment sur les sujets qui sont des sujets fiscaux et de tarification des certains services, petite enfance, jeunesse. Garantir que les projets prévus par chaque collectivité soient menés à terme. Ça, c'est un engagement qu'il faut pouvoir prendre au moment de la constitution de la commune. Mais le reste, je l'ai bien défini. Puis oui, le deuxième point, c'est sans doute le plus important, c'est de définir le panier de services qu'on retrouvera à l'échelle de chacune des communes déléguées. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne s'agit pas de se dire qu'en fait, on laissera en l'état tout ce qui existe aujourd'hui. Il est même possible, potentiellement, d'intégrer, en termes de panier de services, au sein de chacune des communes déléguées, des prestations qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà. Ça fait partie des possibilités qu'on pourrait étudier à partir de maintenant. Et puis sur la charte de la gouvernance, mais j'en ai déjà parlé, oui, le premier point, c'est de permettre aux élus d'articuler la cohérence des décisions qui pourront être prises avec la consultation territoriale de chacune des 4 communes qui deviendraient des communes déléguées. C'est de définir les modalités d'association des habitants aux prises de décision. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, on a des comités de quartier à Saint-Germain, on sait qu'on a d'autres fonctionnements de démocratie participative sur les trois autres communes. L'idée, c'est de définir un système qui soit commun et qui respecte les pratiques historiques des 4 collectivités. Et puis le dernier volet, c'est de pouvoir définir des modes de travail avec le secteur associatif, particulièrement concerné par ce projet. Il y a des réunions qui leur sont dédiées, mais aussi avec les partenaires extérieurs, agglomération, département, j'en ai déjà dit un mot. Juste avoir en tête sur la suite de la concertation qu'il y a plusieurs opérations qui sont en cours. Donc on a des réunions publiques qui sont organisées dans chacune des communes. Il y a également des présentations spécifiques qui sont faites dans certaines communes aux anciens élus, aux associations, aux commerçants, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum, je dirais, de communication en direct. Il y a une enquête numérique qui a été ouverte et qui va être ouverte encore pendant plusieurs semaines pour demander directement l'avis aux habitants sur la pertinence du projet de commune nouvelle et puis aussi sur ce qu'ils peuvent potentiellement en attendre. Voilà. On n'attend pas des retours extrêmement importants parce que par expérience, vous n'avez pas 50 ou 40 ou 30% des habitants qui participent à ce type de sollicitation, mais on devrait pouvoir assez facilement collecter 1500 à 3000, c'est une estimation à la louche, retours qui nous donneront des indications assez précieuses sur ce qu'on peut intégrer justement comme garantie en termes de services publics ou d'association des habitants aux décisions qui pourront être prises par la suite. Et puis vont être organisés enfin un certain nombre d'ateliers thématiques sur les questions d'identité communale, de gouvernance, de panier de services en mairie annexe. L'idée étant de présenter les résultats de cette concertation à la rentrée en septembre-octobre, et quand je dis ça, peut-être plutôt en septembre qu'en octobre, si possible. Écoutez, je suis allé peut-être un peu vite sur un certain nombre de sujets, parce que je me rends compte que c'était peut-être un peu trop dense pour tenir 15-20 minutes. J'imagine qu'en même temps, il y a plein de sujets qui vous paraissent peut-être soit trop techniques, soit trop abstraits, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie. Merci, monsieur Straub. Alors, j'en profite pour présenter les personnes qui sont autour de moi sur l'estrade. Donc, monsieur Trinquet, que vous connaissez peut-être, qui est le directeur général des services de la ville. Vincent Mijon, qui est donc l'élu référent qui est en charge de piloter ce processus et qui est notamment présent au comité de pilotage que nous faisons toutes les semaines avec des élus référents et les directeurs généraux des 4 villes concernées, puis Sylvia Berdupuis, qui est la première maire adjointe, et puis bien évidemment tous les élus qui sont là, de tout groupe, majorité, opposition,
compris, parce que vous l'avez compris, c'est un sujet qui, bien évidemment, n'est pas un sujet de clivage politique, et c'est un sujet bien plus large que cela. Alors, on va maintenant procéder peut-être à ce temps d'échange, et puis M. Trinquez, Vincent et M. Stroh pourront, sur les questions plus précises, plus techniques, évidemment, apporter des réponses à vos questions. Alors, on n'a toujours pas de micro portatif, mais on va essayer. Ah, on en a un. Marido va passer le micro. Alors, Monsieur Grevet, c'est la même question que la dernière fois ou pas? Non, mais auquel cas, je fais circuler pour que tout le monde puisse s'exprimer. Vous pourrez la poser, bien évidemment. Je ne sais pas, j'ai l'opportunité de le faire ou pas? Alors, c'est toujours la même ou pas? Je ne sais pas. Vous avez changé? Il faut un peu de suspense. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on va peut-être un petit peu grouper. Allez-y, Monsieur Prudhomme. C'est peut-être la même question, d'ailleurs, aussi. Peut-être, oui. Oui, voilà, bonsoir. on vous entend. Gérard Delrue. Je pense que la réflexion a du sens et à l'heure où on parle du millefeuille français, c'est évidemment important de réfléchir à s'organiser différemment. Toutefois, la transparence et le calendrier peuvent poser problème. C'est un sujet qui surgit à mi-mandat, qui est un sujet important. Vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre d'hypothèques qui pèsent sur les communes actuelles. Celui du seuil des 25% de logements sociaux n'étant pas le moindre. Saint-Germain, lui tout seul, y est presque. Et il y viendra bientôt. Donc, vous n'avez pas reçu mandat dans le cadre du scrutin municipal dernier pour mener ce type de réflexion. On connaît les circonstances tragiques dans lesquelles vous êtes arrivé à votre mandat actuel. Donc je pense que c'est important, et votre démarche de ce soir montre que vous y êtes sensible, de faire adhérer l'ensemble de la population. Mais il y a quelque chose qui pose question sur le rythme prévu, et on sent, vu de notre place, et ça a été rappelé par le dernier intervenant, que c'est très complexe et que finalement on n'attend pas grand-chose de l'habitant moyen, parce que ce sont des sujets trop techniques pour être abordés en grand groupe. Mais on sent qu'au niveau des élus, les jeux sont faits. La commune nouvelle, on y va. Donc je pense que c'est important, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, hein, je viens pour m'informer, mais je pense que c'est important de faire adhérer l'ensemble des populations et surtout de lever les points d'interrogation sur la fiscalité, sur les aspects sociaux notamment, parce qu'à chaque fois en France, on a vu des syndicats de communes et ça s'est toujours traduit par une ligne supplémentaire sur la feuille des impôts locaux. Merci. Alors, c'est une, je pense, une très bonne question qui nous met tout de suite un petit peu dans ce débat et qui est vraiment importante. Alors, pour expliquer un peu comment fonctionne ce millefeuille territorial que vous avez indiqué, surtout en Ile-de-France, parce que tous les jours, vous entendez aux informations la métropole du Grand Paris, le Grand Paris, l'intercommunalité, qu'est-ce que c'est, les syndicats. Alors, vous avez la cellule de base, c'est la commune. On ne propose pas de rajouter des communes. Ça ne rajoute pas, en termes de fiscalité, une ligne en plus ou une ligne en moins. C'est la même commune, c'est la même ligne en termes de fiscalité. Vous avez des syndicats intercommunaux. La particularité de la région Île-de-France, c'est que nos syndicats intercommunaux ou interdépartementaux, ils sont très puissants. Le syndicat des transports, le STIF ou Île-de-France Mobilité, c'est un syndicat. Le SIAP, sur la plaine d'Achères, qui gère notamment le traitement des eaux, c'est un syndicat. L'électricité, j'ai vu Mme Cross tout à l'heure qui préside le syndicat d'électricité en Yvelines, le SEI, c'est un syndicat qui regroupe énormément de communes. Donc c'est déjà très compliqué d'intégrer tous ces cas. La piscine de Saint-Germain est en syndicat intercommunal. Elle n'est pas à proprement parler communale. Et après, vous avez, depuis quelques années, et ça a été fait à marche forcée, puisque ça a été imposé d'en haut par l'État et notamment par la préfecture de région, nos intercommunalités, communautés d'agglomération. Nous sommes dans une communauté d'agglomération qui a des difficultés, très honnêtement, à vivre ensemble, parce que c'est tout nouveau, et nous sommes 20 communes à essayer de trouver un dénominateur commun qui n'est pas toujours évident. Voilà, entre Beson et Aigremont, il y a quand même un certain nombre de différences, et ce n'est pas le même bassin de population. Donc ça, simplement pour faire un petit peu de pédagogie sur ce millefeuille territorial. Alors, nous n'avons pas reçu mandat en 2014 pour aborder ce sujet-là, mais nous ne sommes pas pour le moins illégitimes
à vouloir traiter ce sujet-là et à vouloir vous proposer cette réflexion sur ce sujet-là. Ça fait partie de nos prérogatives d'élus que de s'adapter à l'évolution d'un contexte qui est compliqué, d'un contexte budgétaire, je crois que vous le savez tous les jours, qui est plus que compliqué, d'un contexte réglementaire, vous allez voir, parce qu'on va avoir au mois d'octobre une enquête publique sur le plan local d'urbanisme en révision. En termes de complexité administrative, vous allez être servi. Parce que vous allez voir tout ce que l'État, effectivement, nous impose et nous adresse. Donc, notre rôle, en tout cas, c'est d'anticiper un certain nombre d'évolutions qui pourraient nous être imposées et de voir si cette réflexion-là, finalement, elle n'est pas souhaitable pour notre commune, de manière à pouvoir continuer à proposer un niveau de service adéquat et constant à la population. C'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. Alors, après, il y a effectivement un certain nombre de sujets. On n'est pas à marche forcée. On est sur un processus que nous avons initié en 2014, à petit trot, certes, à petit trot, et puis progressivement, depuis quelques mois, depuis quelques années, nous avons accéléré nos discussions avec les villes, mais il y a d'autres villes qui nous ont approchés pour effectivement discuter, il y a d'autres élus qui souhaiteraient effectivement être dans ce processus. Donc là, vous avez raison, c'est qu'il faut faire adhérer le maximum de personnes à ce processus. Sinon, je pense que c'est un processus qui, certes, peut fonctionner, mais ça serait dommage, en tout cas, que le citoyen ne soit pas dans cette adhésion à ce projet qui, pour une fois, est un projet basé sur le volontariat et qui n'est pas un projet imposé d'en haut. Alors après, il y a un certain nombre de sujets et qui sont des vrais sujets, il faut les adresser. La loi SRU, c'est un vrai sujet. Nous avons à Saint-Germain, parce que nous avons eu une politique courageuse, assumée et ambitieuse en matière de logement social, aujourd'hui 21,77% de logements sociaux. Je rappelle que l'article 55 de la loi SRU nous en impose 25%. Donc effectivement, nous avons en plus une obligation triennale, puisque ça se calcule tous les 3 ans, et si nous respectons nos engagements sur cette période triennale, nous devrions tangenter les 25%. Donc on a fait notre job, ça c'est sûr. Les autres communes ne l'ont pas encore fait, et ça c'est vrai. Et les autres communes, aujourd'hui, elles doivent respecter cette obligation légale, qui est d'avoir 25% de logements sociaux. En tout cas, nous, c'est notre position, et si on doit avancer dans nos réflexions, je vois un certain nombre d'élus des communes voisines, c'est nous, un prérequis, en tout cas, que l'on demandera. Voilà, il faut que toutes les communes avancent et respectent leurs obligations légales. Alors, on a parlé de fiscalité, vous aviez parlé de la loi SRU, mais il y a un certain nombre de sujets, effectivement, qui méritent l'harmonisation des tarifs dans les cantines. Hein, je parle sous le contrôle de Sylvie. Bon, hein, alors, Madame Dumont, si vous commencez à m'interrompre, alors même que... Hein, pas encore. Bon, effectivement, et les services. Donc, vous le voyez, il y a un certain nombre de sujets. Je rappelle simplement, peut-être des ordres de grandeur, parce que Saint-Germain, c'est 42 000 habitants. On parle, et sans vouloir les offenser, on parle de communes qui sont des communes de plus petite taille, et c'est tout à fait évidemment respectable. 3 500, 3 700 habitants à Marie-Marly, 4 000 à Fourqueux, 4 500, 4 600 à l'Étang-la-Ville, avec des équipements publics qui sont relativement en nombre limité. Voilà, c'est une école dans chaque village, c'est parfois une crèche, c'est pas toujours un terrain de foot. Donc voilà, en termes d'équipement public, ça n'a rien à voir avec ce que peut-être vous avez l'occasion de voir à Saint-Germain. Donc en termes de capacité d'intégration, ce sont des choses que l'on peut tout à fait digérer dans un temps qui est relativement court. Mais pour autant, il y a un certain nombre de sujets, effectivement, qu'il nous faut adresser. Et ceux que vous avez indiqués, fiscalité locale, tarifs et loi SRU, en sont. Voilà. Alors j'avais vu M. Prudhomme, une question, Madame, puis on reviendra sur M. Grevet, bien sûr, tout à l'heure. Et puis monsieur aussi. Est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, appuyer sur le micro? Voilà. Puis, monsieur Prudhomme, je vous passerai la parole après. Oui. Hein, pardon, allez-y, madame. Oui. Il y a 2 questions que je me pose. Tout d'abord, en ce qui concerne le T13. Ce T13, si effectivement il arrive à drainer les populations des 3 communes qui vont être rattachées à cette commune nouvelle, vont arriver au RER A qui est plus que saturé. Comment fait-on? Pour l'utiliser tous les jours, c'est un enfer. D'autre part, je me demande comment des communes qui ont des projets urbanistiques tellement différents
Fourqueux, Mareil souhaitent garder ce caractère petit village. Je les comprends ô combien. Ces communes ont, l'Étang-la-Ville, 4,2% de logements sociaux, Mareil 5,5%, comme vous le disiez tout à l'heure, Fourqueux 12,4%, alors que Saint-Germain arrive pratiquement à 22%. Comment est-il possible d'imaginer qu'une politique fasse l'adhésion de ces 4 communes pour satisfaire effectivement cette loi qui nous est imposée de fournir, de donner 25% de logements sociaux? Est-ce que Saint-Germain va devoir continuer à faire des immeubles de 21 mètres de haut pour satisfaire les besoins d'autres communes qui ne sont pas en mesure de le faire? Et faute de foncier, bien sûr. Okay. Alors, je vais laisser après M. Trinquès répondre sur le T13, les transports, les RER. Juste répondre, parce que ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Delrue. Je pense que nous avons été clairs, et les élus qui se sont exprimés au cours de nos différentes réunions ont été clairs. Nous l'avons fait, nous, Saint-Germain, nous l'avons fait. Voilà, nous y sommes bientôt à nos 25% de logements sociaux. Si on y arrive à Saint-Germain-en-Laye avec les contraintes patrimoniales que sont les nôtres, mais vous sortez de l'hôtel de ville, vous allez à gauche sur la rue Pontoise, vous allez tout droit sur la rue des Bûcherons, il y a du logement social. Je vous mets parfois au défi d'identifier entre 2 immeubles lequel des 2, effectivement, est géré, est propriété d'un bailleur social. Donc le logement social, ce n'est pas que des grands ensembles. Le logement social, c'est une philosophie d'ensemble de pouvoir assurer une diversité dans tous les quartiers d'une ville de l'habitat, de manière à permettre aussi à nos enfants, peut-être demain, d'avoir des conditions de logement dans des villes où le foncier est cher, voilà, des conditions de logement qui puissent être acceptables. Donc nous, je crois qu'on a été clair, c'est que chacune des villes doit s'engager, et elle doit d'autant plus s'engager que chaque ville est en phase de révision de son PLU. Donc dans son PLU, elle doit s'engager. Et là, je pense que de toutes les manières, l'État est très clair par rapport à ça, et moi je vous le redis, il est hors de question que nous allions, nous Saint-Germain, au-delà de nos obligations légales que nous respectons et que nous respecterons à échéance 2 ans, 2 ans et demi à la fin de cette triennale. Voilà, je voulais juste apporter cette précision, peut-être pour vous rassurer, et peut-être M. Trinquet sur la question des transports. Bon, sur la question de la saturation du RER-A, bon, ce qu'il faut constater, c'est que premièrement, le RER-A est en plein plan de modernisation, donc à la fois le changement des cadencements, les doubles rames, hein, et je pense que plus précisément, pour répondre à votre question, la réponse sur la saturation en cours et à venir, elle va se faire à travers EOL. Hein. C'est-à-dire l'un des enjeux de EOL, hein, c'est aussi, hein, je rappelle que EOL, le prolongement à l'ouest, à horizon 2025, l'un de ses enjeux premiers, c'est désaturer le réseau RER-A. Donc je rappelle que c'est un investissement très lourd pour la région, plus de 2 milliards d'euros, et un horizon connu de mise en service par étape de 2021 à 2025. Alors, Monsieur Prudhomme et Monsieur Grevet, je ne vous oublie pas. Monsieur le maire, je suis arrivé ici avec un fort a priori pour la fusion. Je sens que je vais en sortir à 90% pour la fusion grâce à l'exposé du représentant d'Enedis, qui est excellent. Je voudrais que tout le monde l'entende parce que il y a aussi une chose que j'ai comprise, c'est que les maires des 3 communes, ils n'ont pas un bilan très brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut que vous ayez l'appui de tout le monde. On ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut que vous les consultiez, et si vous leur avez bien expliqué les choses, ils ne sont pas plus bêtes que moi, ils comprendront. Et vous en sortirez très très grandi et très très renforcé. Okay. Le mode de consultation, donc je reviens, mais je pense que ça va faire écho à la question que M. Grevet va poser. Oui. Si je peux me permettre, il n'a été dit à aucun moment que les 3 maires des 3 autres communes n'avaient pas un bilan brillant. Voilà. Il a été dit qu'ils n'étaient pas dans la même position du point de vue de l'atteinte de leur obligation SRU. C'est uniquement ça. Et puis, il ne s'agit pas de déresponsabiliser ou de dédouaner qui que ce soit. Si Saint-Germain a pu le faire, c'est certes parce qu'il y a eu une vraie volonté politique de le faire et d'y arriver. C'est aussi parce qu'une ville de cette taille-là a beaucoup plus de moyens en termes d'ingénierie et de gestion pour pouvoir traiter ce type de problématique. Voilà. Donc ne nous séparons pas.
en nous disant qu'on a une commune qui a un excellent bilan et 3 qui ne l'ont pas, parce que ce n'est pas du tout l'état d'esprit de ce qui a pu être énoncé. Monsieur Grevet, peut-être appuyer sur le micro. Merci, mais je rejoins ce qui a été dit en partie. C'est vrai que je voudrais le prolonger parce que j'ai été presque ému par vos propos liminaires, monsieur le maire, parce que tant sur le caractère historique de ce mouvement dans lequel on va aboutir, dont les Saint-Germanois n'ont pas eu écho en 2014 lors des dernières élections municipales, puis soutenu par malheureusement un maire qui n'est plus là pour pouvoir nous dire exactement comment ça s'est passé dans son équipe municipale. Et enfin, je rejoins ce qui a été dit par le monsieur, c'est sûr que c'est fantastique en fait la fusion. C'est tellement fantastique que j'ai presque envie de dire qu'il faut tous qu'on aille aux urnes et qu'on approuve ce projet par un référendum, ce qui permettra, à mon sens, d'assurer à la fois une légitimité, mais également de fixer une méthode qui permet, et je le vois ce soir, une salle déjà bien remplie, de mobiliser les Saint-Germanois pour qu'ils viennent à la concertation en sachant qu'à la fin, ils auront à se prononcer en leur âme et conscience pour savoir quelles seront demain les prochaines limites de leur commune et avec qui ils devront choisir et répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Je vais peut-être laisser René, peut-être tu veux répondre sur la genèse 2014 du processus. Ah, mais on peut avoir un joker, hein. Oui. Il n'y a pas de... Tu... il y a pas de non, mais bon. Je m'appelle René Priou et je cite mon nom puisque Arnaud m'a cité en tant qu'une des personnes qui ont poussé à parler de ville nouvelle. En fait, ce n'est pas nouveau parce que j'en avais parlé dès 2014 à Emmanuel Lamy et on l'a repris 2 ans après. Or, les limites, il faut savoir que les villes n'ont pas de limites qui sont intangibles. Si vous étudiez justement l'histoire, même récente, je ne vais pas remonter à Louis XIV, vous apercevrez qu'il y a eu des fusions déjà, des villes nouvelles à Saint-Germain. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque de la Révolution, Saint-Germain n'était pas le Saint-Germain d'aujourd'hui. Madame qui est intervenue, elle le sait très bien, parce qu'elle n'habitait pas à Saint-Germain, elle habitait à Saint-Léger, puisqu'il y avait 2 communes à Saint-Germain. Il y avait Saint-Léger, tout ce qui est le Talweg et la partie sud de Saint-Germain, et il y avait Saint-Germain qui était au nord, et il y a eu une décision en 1797 de fusionner. Il y a eu d'autres fusions ultérieurement. Vous savez peut-être, pour les Fourqueusiens, puisqu'il y a aussi des Fourqueusiennes à la salle, que les limites Saint-James et de Fourqueux ont changé. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle, lorsqu'on a créé la ligne Grande Ceinture, qui a créé une fracture, et il a été décidé que les quartiers de Saint-Germain qui étaient au-delà de la ligne Grande Ceinture pouvaient passer à Fourqueux. Donc Fourqueux d'aujourd'hui n'est pas le Fourqueux du siècle dernier. Tout ça pour dire que ces limites n'ont aucun sens. Ça me fait penser à une phrase de Montaigne qui disait « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà, erreur au-delà ». Nous faisons partie de la même communauté. Personnellement, j'habite à Saint-Germain. Je suis à côté de chez Daniel, donc, qui est intervenu. Et nous sommes à 50 mètres de Marais-Marly et nous sommes à 100 mètres de Fourqueux. Il faudra qu'ici, on m'explique la différence entre le fait d'habiter d'un côté de la rue ou de l'autre. Nous avons les mêmes communautés de vie. Et je pense que cette notion de superficie, de périmètre, est un non-sens lorsqu'on l'étudie à l'aune de l'histoire. Je voudrais quand même préciser un autre point, parce que monsieur a posé une question importante sur les finances. Alors, il a été dit que ce n'était pas l'alpha et l'oméga. C'est vrai que c'est l'alpha et pas l'alpha et l'oméga, mais en même temps, il ne faut pas être bêta, si je puis dire. Parce qu'il y a quand même des gains à faire. Il y a quand même des gains qui sont des gains liés pour les autres communes. Et il faut parler aussi de solidarité, parce que tous ces petits villages qui ont été indiqués n'ont pas la possibilité de recruter, de récupérer actuellement leurs droits de mutation. C'est la loi. Et lorsqu'on dépasse 5000 habitants, on récupère l'entièreté des droits de mutation, ce qu'ils pourraient faire. D'autre part, monsieur, vous avez cité la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération a été forcée, imposée par le préfet. Et on a vu ce que ça donnait. De toute façon, les élus le savent ici, j'ai refusé de la voter. Et je le dis avec plaisir, parce que je savais que ça ne marcherait pas, qu'il y aurait de grosses difficultés.
Et même, bon, je peux répéter les mots parce qu'il est là, à une réunion récente, Arnaud m'a dit que j'avais été visionnaire. Mais parce qu'il y a des choses qui sont faciles, parce qu'un plus un, ça fait deux. À l'inverse, là, ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous citer ce qui a été fait. On nous a imposé la communauté d'agglomération, on nous a imposé le changement de région. La réduction, on nous a dit, de 21 à 13 régions. Vous savez ce qu'il en a résulté? Il y a aujourd'hui plus de conseillers régionaux qu'il y en avait à l'époque. Et chacun est plus payé, puisqu'ils sont payés en fonction de la population. Les régions étaient plus grandes, ils gagnent plus. Pour regarder aussi ce qui s'est fait au niveau des départements. Nous sommes dans les Yvelines. Vous savez combien il y avait de cantons dans les Yvelines? Il y avait 39 cantons. Le précédent gouvernement a dit on va réduire ça. Il n'y a plus que 21 cantons, mais avec un homme et une femme. Donc on est passé de 39 à 42 cantons. Et c'est toujours comme ça. Là, on propose une chose qui est l'inverse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Straub. Il y a actuellement, pour les 4 communes, 124 élus pour gérer 42 000 habitants, plus 4 000, plus 4 000, plus 3 500, à peu près 52 000 habitants. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Lorsqu'il y aura une ville nouvelle, si on l'a fait, il y aura moins de la moitié des élus. On supprime pratiquement 60% des élus. Donc, en fait, indépendamment des questions fiscales, il y a de gros avantages pour moi. D'autre part, il y a quand même un souci de solidarité. J'ai entendu parler de HLM. Daniel a cité les taux de HLM. Le taux de HLM pour couvrir de logements sociaux, HLM, le taux de logements sociaux pour couvrir. Il faut qu'on sache aussi que le fait de passer en ville nouvelle, les villes qui ont des difficultés à atteindre les 25% vont bénéficier d'un coup de l'apport de Saint-Germain et se trouver, au lieu de 6 à 7%, vont se trouver d'un coup à 15 ou 17%. Donc leur trajectoire pour arriver à 25% sera beaucoup plus facile à atteindre. Et pour finir, je ne vais pas abuser la parole, pour finir, il faut voir les logements sociaux. On a vu dans Saint-Germain ce qu'a dit Arnaud, mais regardez ce qui se fait à Fourqueux. Fourqueux a fait un bâtiment en face de leur espace convivial qui est magnifique. Ce sont aussi des logements sociaux tout petits qui s'insèrent parfaitement dans l'identité village qu'ils veulent conserver et qu'ils conserveront. Voilà. Merci René. On pourra aussi, peut-être qu'on reviendra sur l'exemple allemand tout à l'heure, parce que tu le maîtrises bien. Peut-être tu peux nous en dire un mot sur l'exemple allemand. Aschaffenbourg, qui est notre ville jumelle en Allemagne, même s'il faut toute proportion garder. Mais tu appuies sur le... Je peux vous dire un mot en tant que délégué aux relations internationales. Je m'intéresse naturellement à l'étranger. Et je peux vous dire déjà qu'en Allemagne, 82 millions d'habitants, vous avez 8600 communes. 8600 communes. En France, 66 millions d'habitants, vous avez 35 600 communes. Il y en avait plus de 36 000, avec quelques fusions, ça baissait un peu. Voilà la réalité. Les Allemands n'ont pas eu le choix. Il y a 20-25 ans, il y a une loi qui leur a imposé, comme les Suédois. Les Suédois leur ont imposé des fusions qui ont réduit de 50% le nombre des communes. Et nous sommes jumelés avec une ville bavière qui s'appelle Aschaffenbourg. Donc j'ai demandé, il y a 2 ans, lorsque je m'intéressais à ces questions de villes nouvelles, j'ai demandé au maire, je suis allé à Aschaffenbourg, j'ai demandé au maire, est-ce qu'il y a eu des fusions de communes chez toi? Il me dit oui, tout à fait. Moi-même, je ne suis pas d'Aschaffenbourg, je suis du village Obernau, petit village de 6 000 habitants à côté d'Aschaffenbourg. Et il m'a dit, tu prends la voiture avec moi, je vais te montrer. On est allé à Aschaffenbourg. À l'époque, il m'a dit, les gens étaient contre, parce qu'il y avait un village, ils avaient peur de perdre l'identité. Maintenant, tu interviendras, bon, il se trouve, je parlement, tu leur poseras des questions. Et les gens disent, nous, on est embêtés parce qu'il y avait une grande route qui traversait notre ville et c'était dangereux, il y a des accidents pour des enfants. Là. Mais on n'avait pas les moyens de faire autrement. Et lorsqu'on a eu la ville nouvelle, ensuite, on était opposés. Au départ, on avait peur de perdre notre identité de village. Et lorsqu'il y a eu la ville nouvelle, au bout de quelques années, avec les moyens d'Aschaffenbourg, on a pu faire une déviation qui contourne la ville. Et maintenant, on fait notre fête de village au milieu. On n'a plus ces problèmes de danger. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, parce qu'il ne faut pas aussi dire tout est parfait. Ce n'est pas vrai. On ne sait pas ce que fait l'avenir. Je finirai, bon, j'ai cité Montaigne, je peux finir cité par Marx, qui n'est pas une référence, mais enfin, qui a fait un ouvrage, je dirais, capital. Qu'est-ce qu'il a dit, Marx? Il a dit, en fait, ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas toujours l'histoire qu'ils font. Bon, merci René. Je voulais simplement, parce que je n'ai pas du tout éludé la question du référendum ou du mode d'approbation, qui est aussi
une question importante. Et je vous redis ce que j'ai dit la dernière fois, ce que je dis à chaque fois que l'on me pose la question. Je pense que ce n'est pas la question d'aujourd'hui. C'est peut-être la question de demain. C'est peut-être la question que nous aurons à nous poser si nous continuons ce processus. Encore une fois, si nous continuons ce processus, peut-être que nous nous poserons cette question au mois d'octobre ou à la fin novembre, quand il faudra effectivement une délibération du conseil municipal. Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop prématuré. Il nous faut travailler. Il y a cette deuxième phase d'étude. Et puis, je rappellerai, et puis M. Lazare l'avait rappelé la dernière fois en réunion des commissions réunies, que c'est une prérogative des élus municipaux. C'est aux élus municipaux. C'est une prérogative du maire. C'est une je vais prérogative du simplement vous maire, demander, sur proposition du maire, de Je vais vous l'inscrire demander- à l'ordre du jour du conseil D'accord. municipal. Vous avez seul le pouvoir de réunir votre conseil municipal pour lui proposer de voter l'organisation d'un référendum. Vous en avez seul le pouvoir. C'est Monsieur Grevet, votre je vais d'abord responsabilité. simplement Et je vous pense rappeler, que s'il vous plaît, c'est juste une d'actualité. petite règle. Excusez-moi. Non, je vais vous rappeler juste une petite Après règle, avoir- s'il vous plaît, c'est que déjà, je donne les temps de parole. Tout le monde a le droit de parler. Attendez juste que j'ai terminé et je vous redonne la parole après. C'est comme ça que ça se passe dans cet hémicycle. Et ça se passe, c'est pas de la langue de bois. Vous pouvez décider que c'est de la langue de bois. Écoutez, moi, j'aime bien être convaincu par les chiffres aujourd'hui. Il y a 1900 communes en France, et puis vous me corrigerez si je dis des bêtises, qui se sont lancées dans ce processus. Je crois qu'il n'y en a pas une qui ait fait de référendum. Peut-être que je me trompe, il y en a quelques-unes. 1900 communes. Alors moi, j'ai envie d'être convaincu. Donc, essayez plutôt de me convaincre avec des données chiffrées, avec une vraie argumentation un peu charpentée Regardez et un la peu salle. étayée. Regardez, Mais aujourd'hui, je ça n'ai pas cette intéresse. argumentation. D'accord. Donc encore une fois, moi, honnêtement, il n'y a pas de sujet tabou. Celui du référendum, celui de la consultation qui soit la plus large possible. Qui Je craint le rappelle suffrage simplement- universel ici dans cette assemblée? Monsieur Qui? Grevet, pardon, excusez-moi. On termine. Pas d'emportement. On est là pour discuter. On va également laisser le temps de parole à tout le monde. Je rappelle déjà que vous avez la parole. Déjà, on a des questionnaires qui sont en ligne depuis lundi dernier et vous pouvez faire remonter toutes les questions que vous voulez et on y répond. Mais la question du référendum, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'étude, on est dans un temps qui consiste à donner un certain nombre de réponses et à approfondir nos réflexions. On n'est pas en train de se dire est-ce qu'on vote demain ou pas demain. Si jamais on doit voter, c'est dans 6 mois. Donc vous voyez qu'il nous reste peut-être un petit peu de temps. Alors, Madame Ne vous Dumont, énervez pas, j'ai bien compris. attendez, on va donner la parole à Madame Dumont. Monsieur le maire, premièrement, moi, en l'état actuel des choses, je ne peux pas me prononcer ni pour ni contre. Je n'ai pas les éléments pour le faire, entre autres sur la fiscalité, ce qui est quand même très important pour la suite. Je voudrais revenir sur ce qui a été exposé très clairement. Je ne suis pas non plus tout à fait d'accord. Actuellement, le parcours résidentiel, vous pouvez... Moi, je connais des personnes qui ont habité Saint-Germain, qui ont ensuite habité Fourqueux, qui aujourd'hui habitent Mareil. Je connais d'autres personnes, etc. Sur le plan scolaire, ça ne changera rien. Sur le plan scolaire, ça ne changera rien. Il y a des élèves qui... Sauf l'étant la ville, les élèves ne sont pas affectés sur nos secteurs, ils sont affectés sur Marly-le-Roi. Mais quand on parle du lycée international, vous pouvez habiter l'étang-la-ville et être au lycée international, vous pouvez habiter Mareil, Fourqueux, Saint-Germain. Vous pouvez aller à Notre-Dame, vous pouvez aller à Jeanne d'Albret, sauf si vous êtes sur l'étang-la-ville, vous allez sur Marly-le-Roi. Donc, je pense que ce n'est pas là que vous pourrez convaincre, que nous pourrons convaincre, parce que je me mets dans le lot, que nous pourrons convaincre les habitants pour aller vers une commune nouvelle. D'autre part, je voudrais préciser qu'il y a certaines choses qui ont été citées qui ne sont pas gérées par les communes, qui sont gérées par les syndicats intercommunaux, tout à l'heure. Entre autres, l'assainissement, l'enfouissement des réseaux, etc. Donc ça ne change rien que nous soyons à 4 ou que nous soyons séparés comme communes. Ce qui est fondamental quand même, c'est que nous avons loupé quelque chose de très important, c'est la communauté d'agglomération qui a explosé, je dirais en vol, il y a très peu de temps, puisque le préfet a dissous la communauté, mais lui a donné le temps pendant 1 an pour pouvoir fonctionner. C'est le tribunal administratif. Oui, tribunal administratif, pardon. Le tribunal administratif, c'est vrai, c'est le tribunal administratif et a donné jusqu'au 1er avril prochain, je crois, pour fonctionner. Donc, là, nous serions quelque chose face au Grand Paris.
Mais dire que si nous ne faisons... En plus, aujourd'hui, nous avons des soucis avec l'Étang-la-Ville qui peut-être veut plus venir, avec Mareil-Marly qui a des problèmes de gouvernance, je dirais. Il y a des problèmes de gouvernance à Mareil-Marly. Donc, si nous faisons une communauté simplement avec Fourqueux, on ne peut pas arguer que c'est parce qu'il faut être 52 000 habitants. Ce n'est pas un bon argument. Et d'autre part, ce qui est beaucoup plus important, c'est effectivement 330 000 habitants, ça compte par rapport au Grand Paris. Est-ce que d'être 4 000 de plus, ça compte? Je n'en sais rien. Donc, pour l'instant, on n'a pas des... Alors, vous avez eu une position quand même très claire aujourd'hui, que les autres communes n'assimilent pas de cette façon. Là, vous avez, de façon très précise, dit que chaque commune, enfin, chaque ancien territoire par rapport à la nouvelle commune devra assumer son devoir face à la loi SRU. Bon, est-ce que ça se fera? J'en sais rien, mais ça, vous avez été très clair sur ce point. Alors, c'est vrai que beaucoup dans la ville, quand on en discute, disent on voudrait quand même pouvoir être concerté. Bon, alors là, il y a de la concertation qui commence, mais pouvoir donner notre avis. La seule chose, c'est comment donner son avis, faire un référendum sans avoir un dossier précis qui puisse dire, voilà, pendant 4 ans, pendant 3 ans, les impôts de Saint-Germain vont augmenter de temps, mais en contrepartie, il y aura ceci ou il y aura cela. Par contre, ça aide les autres communes qui ne vont pas avoir leur territoire capté, enfin, leur terrain capté par le préfet, pour l'État, etc. Donc, avoir des éléments qui pourront après amener à se décider. Faire un référendum, je ne sais pas si je suis pour ou contre, je suis pour que les gens puissent se décider, mais pas aujourd'hui. Il faut quand même que nous ayons fait des études beaucoup plus sérieuses pour pouvoir se décider en connaissance de cause. Mais est-ce qu'en septembre, on saura combien coûtera l'harmonisation des tarifs, mettre la police, par exemple, sur les 4 territoires? Est-ce qu'on sera un peu plus avancé, qu'on saura que l'Étang-la-Ville ne vient pas ou que Mareil-Marly ne peut pas venir? Donc, il y a quand même des problèmes. Je pense que ce n'est pas le scolaire qui est un avantage, je ne crois pas. Ça ne change rien. Le scolaire, ça ne change rien. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Il faut trouver les arguments qui ont une certaine cohérence pour faire comprendre si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, je ne peux pas avoir de décision. Mais je comprends, les Saint-Germanois veulent pouvoir décider. Voilà. Alors, je vais laisser M. Straub répondre sur effectivement la poursuite de l'étude, ce que l'on fait dedans, complété par M. Trier. Je vous apporte juste un élément de précision sur notre communauté d'agglomération que René Prioux évoquait tout à l'heure. C'est l'exemple même de la décision imposée d'en haut à des communes qui, alors vous parliez de l'effet taille, mais n'ont pas de dénominateur commun. Saint-Germain n'a pas véritablement de dénominateur commun avec la commune de Besançon qui est dans le Val d'Oise. On peut l'avouer. Même avec Houille, Carrières-sur-Seine, Sartrouville, ce sont des communes qui sont assez éloignées des nôtres. Et effectivement, le législateur a préféré un effet taille, un effet volume, en disant chaque communauté devra à minima représenter un bloc de 200 000 euros. Nous, c'est 350 000 euros. Pardon, 350 000 habitants. 350 000 euros, on n'irait pas très loin. Hein, encore que, vu ce qu'on fait. Mais bon, 350 000 habitants, voilà, il y a 20 communes, et c'est très compliqué de définir à marche forcée un dénominateur commun quand on vous impose les choses. Et effectivement, cette communauté d'agglomération, alors pour la petite histoire, peut-être ne le savez-vous près, mais la plupart des communes, au moment de la création en 2014 de cette communauté d'agglomération, ont fait elles-mêmes, la communauté a elle-même fait un recours contre sa création. Ce qui est assez original quand même. Hein, voilà, un peu après, mais le recours a été initié et puis après a été déposé devant le tribunal administratif de Versailles. Alors tout le monde avait un petit peu oublié ce recours devant le tribunal administratif, sauf que ce recours, il a prospéré. Et puis, le commissaire du gouvernement et le magistrat en tout cas suivi les conclusions du commissaire du gouvernement, qui a lui-même évoqué la question d'un suicide administratif. Donc, elle a été annulée pour défaut de motivation, parce qu'effectivement, on a expliqué dans ce jugement que le préfet aurait dû motiver le fait d'associer ces 20 communes dans le même périmètre.
ce qu'il n'a pas fait, puisqu'évidemment il l'a imposé. Il ne l'a pas fait. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec une décision du tribunal administratif qui a annulé, abrogé notre périmètre intercommunal, mais les choses étant quand même toujours un peu étonnantes, cette abrogation ne prendra effet que dans 1 an. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 1 an? Est-ce que le préfet va reprendre un nouvel arrêté pour que cette communauté d'agglomération puisse continuer à prospérer ou à exister? Je ne sais pas. Ça dépend du préfet. Et s'il reprend cet arrêté, je pense qu'il y a un risque encore juridique fort d'annulation. Donc c'est de la responsabilité de l'État qui peut-être avait mal fait son travail au départ. Mais c'est l'exemple même d'une organisation territoriale qui est imposée aux communes et qui ne fonctionne pas. Et on le voit aujourd'hui, malgré un certain nombre de bonnes volontés, on a du mal à trouver. Alors, je dis ça, mais je suis très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, on vient d'inaugurer, ce matin, l'office de tourisme intercommunal à Saint-Germain. Donc, vous voyez, c'est peut-être la première réalisation, peut-être que ça sera la dernière, je ne le souhaite pas, mais qui est une réalisation intercommunale, à ceci près qu'il y a 2 communes qui n'y sont pas, dont notamment celle de Maisons-Laffitte. Voilà. Donc vous voyez, l'intercommunalité, elle a aussi, même quand elle fait des réalisations, elle a aussi ses imperfections. Peut-être M. Straub et M. Trinquet sur ce que l'on met dans nos études à venir. Ouais, peut-être juste quelques compléments à vos remarques, que moi, effectivement, je partage encore pour partie, parce que pour le coup, on a bien vu qu'en 2 mois, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, et puis il en reste encore au moins autant à faire. Peut-être juste finir sur la question de la communauté d'agglomération, parce qu'il y a des questions qui sont, mais est-ce que finalement, cette logique de, je caricature, mais peser dans le Grand Paris, ne pas se faire imposer des décisions, la communauté d'agglomération pourrait ne pas le faire? Enfin, peut-être juste 2 choses. Je pense que s'il y a des questionnements aujourd'hui sur la cohérence du périmètre de la commune nouvelle, il y en aurait certainement encore bien plus sur la cohérence du périmètre de votre communauté d'agglomération en tant qu'unité de bassin de vie. Et que si jamais ça l'était, et que vous souhaiteriez en faire un outil à ce titre-là, ça impliquerait que cette communauté d'agglomération exerce un certain nombre de compétences qu'elle n'exerce pas aujourd'hui. Or, aujourd'hui, vous avez une communauté d'agglomération, indépendamment de son existence, qui exerce quasiment aucune compétence en matière de service à la population. Alors, on peut mettre éventuellement les transports dedans, mais qui est son ingénierie de projet, qui est quand même très très peu dotée en termes de moyens et d'intégration communautaire. Donc moi j'entends on pourrait faire de la com d'agglo ce véhicule, mais est-ce que c'est cohérent d'un point de vue du bassin de vie des personnes concernées autour de Saint-Germain? 2, est-ce qu'elle a les compétences aujourd'hui pour arriver à développer ce type de projet sur tout l'axe service à la population? Et puis 3, moi j'aimerais même poser une question à plus long terme, c'est quid des communautés d'agglomération qui ne sont pas des semi-métropoles dans un bassin francilien avec des communes de plus de 50 000 habitants et des syndicats qui exercent les compétences structurantes de ces agglomérations. Voilà. Donc concrètement, moi je pense que s'il y a une collectivité qui devrait se poser des questions à long terme sur son existence, c'est bien la com d'agglo et pas la commune nouvelle. Sur l'étude en tant que telle, il y a 2 choses. Vous avez évoqué la question de l'harmonisation tarifaire. Et j'ai dit pendant la présentation, je pense qu'avec l'harmonisation fiscale, c'est une des réponses qu'il est essentiel d'apporter en septembre pour éclairer la décision. Voilà. Ne serait-ce qu'en termes de... Je ne sais pas s'il est possible, et ça c'est extrêmement important, de se dire qu'une décision elle peut être prise en annonçant des chiffres à la virgule près sur 2020, 2021, 2022, 2023, parce que derrière on est sur des collectivités qui vivent avec des projets, il y aura des élections au milieu en tant que tel, et puis il ne faut pas confondre, j'ai envie de dire, étude préalable à la création d'une commune nouvelle de ce qu'on veut en faire derrière. Voilà. Parce que j'entends le fait qu'on ne soit pas allé assez loin sur un certain nombre de volets de l'étude, c'est sans doute juste. L'idée étant derrière qu'on fait un certain nombre d'études et on les approfondit, en tout cas sur un certain nombre de secteurs, si et seulement si on sait qu'on veut faire des choses ensemble. Voilà. Parce que si vous voulez tout analyser sur tout, c'est-à-dire si vous voulez analyser la totalité de votre territoire, je pourrais prendre plein d'exemples, si vous voulez faire un schéma d'action culturelle à 4, ça nécessiterait d'analyser l'intégralité de l'offre, des manifestations, des partenaires, des acteurs associatifs. Enfin, vous en avez pour 6 mois, juste sur cette question. Donc ça, vous ne le faites que si vous avez envie de faire un projet culturel à 4. Donc vous ne le faites que quand la commune nouvelle existe. Vous ne le faites pas avant. Ça, c'est juste une... Non, mais c'est pour distinguer le fait, essayer de placer le curseur. Sur les logiques, vous avez parlé des parcours résidentiels et de l'excellence éducative, le scolaire où ça ne change rien, là non plus je ne suis pas complètement d'accord, parce que effectivement aujourd'hui, bien sûr qu'il se passe des choses. Bien sûr que vous avez des personnes qui vivent à Fourqueux, puis à Saint-Germain, puis à Fourqueux à nouveau. Bien sûr que vous avez des enfants
de Fourqueux qui sont scolarisés à Saint-Germain, etc., etc., etc. Bien sûr que ce sont des choses qui existent. Alors, c'est bien parce que ces choses-là existent qu'il n'est pas complètement délirant de travailler sur un projet de commune nouvelle. Parce que si effectivement, je prends l'exemple du scolaire, le fait que certains enfants d'une commune puissent être scolarisés dans une autre commune dépend de la carte scolaire, donc de la sectorisation. On sait aujourd'hui que votre sectorisation, elle pose un certain nombre de questions. On sait aussi que le projet de commune nouvelle, il permettra plus facilement de négocier une révision de cette carte-là avec l'inspection académique. On sait aussi que l'école, c'est pas uniquement son affectation, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'extrascolaire, c'est le périscolaire. Ça, c'est géré par les communes. Et pour le coup, pouvoir penser des projets communs et intégrés sur les temps après l'école ou pendant les vacances, sur des élèves qui sont potentiellement affectés sur les mêmes établissements, c'est pas non plus complètement délirant de le penser. Et sur les parcours résidentiels, oui, il y a des gens qui déménagent d'une commune à l'autre, mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie commune de gestion de l'habitat à l'échelle du territoire. Donc ça se fait... les gens déménagent de Fourqueux à Saint-Germain comme ils peuvent déménager de Fourqueux à Paris. Voilà. C'est pas corrélé à une stratégie d'aménagement de l'habitat qui correspond à des besoins qui ont été pensés à l'échelle de ce territoire-là. Voilà. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui se font, bien sûr que ce n'est pas la commune nouvelle qui révolutionne tout. Voilà. Elle ne fait qu'améliorer à la marge certains sujets, elle permet d'en créer d'autres, mais c'est bien parce qu'on parle déjà d'une culture commune qu'on ne part pas de zéro. Alors, je vais passer la parole à M. Lumeau, puis à Mme Cross après. Ah, pardon, excusez-moi, Philippe, excuse-moi, monsieur avait effectivement pris la parole. Voilà. Levez la main avant. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, en tant que fusionné, il y avait aussi Le Pec et Marly-le-Roi. Voilà. Et puis, la deuxième question, c'est sur les PLU. Il y a 4 PLU qui sont dans des états de définition différents. S'il y a fusion, que va-t-il se passer pour ce PLU? Là, est-ce qu'ils vont continuer une fois, ou est-ce qu'il va falloir refaire un PLU d'ensemble ou passer à un PLU d'intercommunalité? D'accord. Monsieur Trinquet, sur la question du PLU. Sur les PLU, donc les PLU vont être conservés. Alors la situation, elle est un peu particulière. Il se trouve que le PLU, 3 PLU sur 4 sont en cours de révision. À l'image de Saint-Germain, on devrait atterrir sur l'approbation d'ici la fin de l'année 2018. Celui de Mareil-Marly sera probablement pas approuvé fin 2018. Pour autant, si on est sur un scénario de commune nouvelle à 4, la commune nouvelle prend le relais pour faire aboutir le PLU de Mareil-Marly, bien évidemment en association étroite avec la commune déléguée à bonne fin. Et ensuite, les PLU, les 4 PLU vivent leur vie habituelle de ce qu'on appelle modification. Par contre, lorsqu'il y a nécessité d'engager une révision générale, et une révision générale, on l'engage en moyenne tous les 10 à 15 ans, donc on se met à une projection de 2030, donc auquel cas on aura un PLU global. Si vous permettez, je profite de ces PLU pour dire des choses qui sont en lien avec les propos qui ont été tenus précédemment. Ce qui est très frappant dans les PLU, dans leur degré d'avancement divers, et dont notamment un des éléments fondateurs du PLU, ce qu'on appelle le PADD, qui définit les grandes orientations générales, c'est qu'on voit d'ores et déjà que l'addition de ces 4 PLU et de ces 4 PADD résonne particulièrement bien. Ce n'est pas un hasard, et c'est sans doute pas un hasard si du coup, à la fois à travers les travaux, les échanges divers et variés avec les élus, avec les habitants, avec les conversations sur les coins du marché. Les sujets qui ressortent très fortement, c'est vrai que la question de l'éducation, la question de l'habitat, la question de la mobilité et surtout, en premier, la question du cadre de vie et de cette grande attente sur la préservation, la mise en valeur du cadre de vie, c'est déjà l'ADN, si on peut dire, de chacune de ces 4 communes. Quelles que soient ces communes, qu'elles soient dans un format de ville ou dans un format de village, elles ont déjà chacune les 4 éléments d'ADN et qu'on retrouve naturellement dans des écritures avec une orthographe, une conjugaison différente, mais ça veut dire exactement ça. Voilà un peu le paysage réel de la planification sur ces 4 communes. Alors, simplement, avant de passer la parole à M. Lumeau et puis à Mme Cross, sur les autres villes,
Écoutez, nous, on a initié cette réflexion avec des communes, voilà, sur la base d'une adhésion. On n'a pas fait comme Maison Lafitte et Clomine-le-Roi, une tentative d'annexion militaire. Hein. On est plutôt sur une base d'un processus d'adhésion. Marly-le-Roi, je crois que Marly-le-Roi, c'est un bassin un petit peu différent. Je pense que Marly-le-Roi a initié un certain nombre de réflexions, notamment avec le port Marly. Voilà, ça a été annoncé en début d'année, je ne sais pas très bien où ça en est. Le PEC, ça serait le sens de l'histoire, quelque part. Ça serait le sens de l'histoire. Voilà. Après, le PEC, c'est 18 000 habitants. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir? Et là, vraiment, je m'en ouvre à vous, mais on en a parlé en conseil municipal. Pas une réflexion à avoir de commencer, voilà, avec un socle de communes nouvelles peut-être un peu plus petit pour élargir après. Voilà, ça fait partie des réflexions que l'on a également avec nos amis alpicois. Philippe, je vous laisse la parole. Oui, je me propose de vous restituer quelques réactions que nous avons recueillies au travers d'un cercle de réflexion en allant à la rencontre de la population pour les informer de cette démarche et sentir un petit peu l'ambiance. C'est une démarche moins structurée que la vôtre. Alors, ce qu'on peut constater, premièrement, c'est qu'il y a très peu de citoyens qui ont un avis d'entrée de jeu définitivement défavorable. On a rencontré quasiment aucune personne sur ce positionnement. Au stade actuel, par contre, il y a un taux d'indestis dont on comprend que l'alternoiement est dû au fait qu'ils ont vraiment besoin d'être éclairés. Mais on est au début du processus. Alors, il est important de concevoir effectivement que des démarches comme celle d'aujourd'hui, comme celle qui a été faite et qui était très intéressante pour la structuration du PLU au travers des démarches au stade du PADD qui ont eu beaucoup de succès et qui ont été fortement prises en compte. Néanmoins, ça touche un cercle relativement restreint de la population et il est important qu'il y ait des démarches proactives et diffuses, autrement dit une information de masse, synthétique, et qui mettent en exergue d'autres aspects que je vais vous restituer là présentement, qui ont été formulés par les concitoyens rencontrés. Alors notamment, le point qui revient le plus fréquemment, c'est qu'ils sont parfaitement conscients de la montée en puissance de plusieurs communes des Yvelines, et c'est pas critique, ça c'est moi qui le rajoute à l'égard de Sartrouville ou Poissy. Sartrouville a un très gros dynamisme en matière d'immobilier, et Poissy qui va bénéficier prochainement des retombées du T13, et c'est normal. Donc cette montée en puissance, évidemment, induit aussi des préoccupations en termes d'influence. On en a parlé tout à l'heure du rayonnement par rapport à l'État, son poids dans l'aspect décisionnel, mais aussi en ce qui concerne le poids économique et la survie de nos commerces. Et ça, c'est fondamental. Vous avez tous vu dans la presse les débats qui se font entre certains élus qui sont très inquiets de la survenue de centres commerciaux qui sont souhaités, notamment dans la plaine de Montesson. Il faut quand même comprendre qu'il y aura des conséquences pratiques pour Saint-Germain-en-Laye. Et donc, c'est un point fondamental qui apporte une certaine réponse à ce qui était dit tout à l'heure. Pourquoi pas, c'était pas dit dans ces termes-là, mais pourquoi pas attendre 2 ans la prochaine échéance municipale et dire clairement ce qu'on veut faire. 2 ans, c'est un temps énorme. On ne peut pas, dans cette logique de compétition qu'il y a dans les villes, encore une fois, c'est une compétition noble, c'est normal que chacun essaye de défendre sa commune. Versailles le fait comme il le peut aussi. Je pense qu'il a, avec les Jeux Olympiques et d'autres événements, il va encore y rallier beaucoup plus. Et Saint-Germain, qui est la sous-préfecture, risque effectivement d'avoir des retombées économiques très défavorables. Et on est tous attachés à la spécificité du petit commerce. C'est noble, on en a absolument besoin. Et la preuve, les grands supermarchés maintenant replient par des supérettes de proximité. C'est notre vie, c'est pas seulement économique, c'est la qualité de notre quotidien. Et donc, on ne peut pas jouer les procrastinateurs, repousser à dans 2 ans l'échéance. Il faut la mettre au débat, il faut que ça soit clair, il faut une information qui soit diffusée à 2 niveaux.
population qui veut vraiment participer à cette structuration, et encore une fois, ce qui a été fait sur le PLU est un très bon exemple, mais ce n'est pas le socle fondamental en termes numériques, et ne pas sous-estimer ceci. La dernière réaction importante à vous signaler, c'est que les gens sont très attachés à la conséquence pratique de cette fusion, à savoir, ils ont bien compris qu'à terme, il y a une logique d'économie fiscale qui est supputée. Mais ce qui les intéresse aussi, c'est qu'on les fasse rêver. Ça a été dit dans la réunion où vous parliez de Maison Laffitte. Une personne de l'Assemblée a pris la parole à ce propos-là. Faites-nous rêver, proposez-nous des projets. Et ça, c'est un vecteur essentiel qu'il faudra mettre en évidence. Déjà se projeter sur quelques projets phares, 5 ou 6 projets, qui donneront une idée pragmatique de ce que va être cette communauté de... Pardon. Cette commune. Voilà. Et dernier point, là, c'est personnellement, je le rajoute personnellement, ça ne ressort pas des débats qu'on a pu avoir avec les habitants que nous avons approchés. J'amène chacun à réfléchir aussi à la logique qui se met en place actuellement. Il y a une logique duale qui vise à restructurer notre département par rapport aux départements voisins. Il y a la logique de l'État qui vise à mettre en place 2 cercles concentriques, un cercle très haut de gamme, Paris et la très proche banlieue, et un cercle moins aisé, on va dire, au plan disons de l'activité économique, et dont nous ferions partie. Et une deuxième logique qui souhaite prévaloir le mariage, entre guillemets, du département 78 et 92. On n'est pas du tout là dans ce type de logique. On est dans une logique effectivement fonctionnelle, une logique de terrain, et effectivement qui nous paraît, et qui paraît à un certain nombre de citoyens, compréhensible, lisible, sous réserve qu'il y ait une pédagogie pragmatique. Très bien, merci beaucoup Monsieur Loumeau sur un certain nombre de points auxquels moi je souscris complètement. Alors on aura peut-être l'occasion, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de revenir sur le développement programmé du carrefour de Montesson, parce que nous nous y opposons fortement. Voilà, mais il y a effectivement un certain nombre de sujets. On reviendra peut-être que Madame Dubarry, en fin de réunion, vous fera une synthèse un peu de tout ce qui est en train de s'engager en termes de concertation et de support, notamment sur les prochaines semaines, parce que c'est un point important. Madame Cross, qui avait demandé la parole tout à l'heure. Je voudrais simplement souligner que les difficultés actuelles de la communauté d'agglomération sont une raison de plus pour cette fusion de communes. Le maire vous a dit tout à l'heure, très justement, que Saint-Germain était un territoire à l'écart de certaines dynamiques. Et je voudrais à cet égard vous donner mon expérience de conseillère régionale. En siégeant à la région, qu'est-ce que j'ai découvert ? Eh bien, le nord de l'Île-de-France, l'est de l'Île-de-France sont très en avance sur nous en matière de mutualisation, d'intercommunalité. Donc, nous sommes effectivement isolés. Et je ne vais pas vous parler du reste de la France, où certaines intercos sont très en avance sur nous aussi. Donc, nous avons des difficultés au niveau de l'intercommunalité. Eh bien, essayons de pallier ces difficultés en faisant une commune nouvelle où, effectivement, il y a des synergies qui sont évidentes. Merci beaucoup. Vous avez été modeste parce que vous êtes également ancienne sénateur ou sénatrice. Donc, vous êtes beaucoup trop riche pour réussir une intercommunalité. Bon. L'expérience montre qu'elle n'avait pas complètement tort. Alors, est-ce que nous avons encore des questions ? Madame, devant, au premier rang. Et alors, simplement, parce qu'il est d'usage de terminer nos réunions à 22h, mais je suis disponible après pour continuer avec toutes celles et tous ceux qui peuvent discuter. Est-ce qu'on a d'autres questions après Madame ?
Monsieur Ravel, qui est là, et... Bon, allez-y. Juste une petite question. L'hôpital, je me demande si les 4 communes sont unies. Est-ce qu'il y aura un centre hospitalier ici à Saint-Germain? C'est-à-dire que notre hôpital a l'air d'être négligé et Poissy, c'est un peu loin. Est-ce que c'est envisagé? Oui. Alors, je réponds à cette question qui est une question du quotidien et qui fait écho à une actualité effectivement récente. Nous avons, depuis quelques années, trop subi les errements d'un projet médical sur notre centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain, le CHIPS, qui n'a pas été respecté. Et donc, nous avons, depuis quelques mois, interrogé l'Agence régionale de santé, l'ARS, et la direction du CHIPS, mais qui était en phase de mutation, puisque nous avons un nouveau directeur, une nouvelle directrice qui vient d'être nommée il y a quelques semaines. Nous leur avons posé la question de confiance. Que voulez-vous faire sur le site de Saint-Germain? Voulez-vous partir? Voulez-vous rester? Et le fait d'avoir de manière un peu abrupte posé cette question-là a enclenché une réflexion de toute la communauté médicale du CHIPS sur la définition d'un nouveau projet médical. Ce nouveau projet médical nous a été présenté il y a quelques semaines. La nouvelle directrice n'était pas encore arrivée, mais elle avait été très impliquée dans sa construction. C'est Madame Jacqueline Selva, qui est la présidente professeure au sein du centre hospitalier, qui a défini avec tous les praticiens hospitaliers de Poissy et de Saint-Germain ce projet médical. Le futur projet médical autour du site de Saint-Germain va se concentrer quasi en totalité sur la pratique ambulatoire, ce qu'on appelle le froid, le chaud restant, ce qu'on appelle le chaud, restant quant à lui, c'est-à-dire notamment les pratiques de chirurgie lourde sur Poissy. Il faut savoir qu'en matière de pratique chirurgicale, 70% des actes sont aujourd'hui, et le seront encore plus demain, des actes ambulatoires. Donc nous aurons un centre hospitalier qui sera essentiellement consacré à la chirurgie ambulatoire. Mais nous aurons, parce que nous venons d'avoir l'accord de l'Agence régionale de santé il y a quelques jours, une IRM qui va bientôt s'installer. Nous aurons de nouveau un centre de médecine nucléaire. Nous aurons également le développement du centre de radiothérapie. Nous aurons également, et ça c'est nouveau, un centre dédié à la médecine des adolescents. Et vous savez qu'avec 22 000 écoliers, lycéens et étudiants, la médecine des enfants même jusqu'à peut-être 20 ans, 22 ans, est quelque chose sur lequel, je pense, on peut également se pencher. Et également, je crois même, une réflexion autour de la médecine sportive. Voilà. Donc le centre hospitalier, il va plutôt se développer sur une fonction un peu différente. Pas d'urgence, parce que les urgences, on engage aujourd'hui un projet de 100 millions d'euros sur la construction d'un nouveau bâtiment dédié sur le site de Poissy. Et moi, j'estime que, voilà, avec les élus, c'est notre responsabilité de soutenir ce projet, parce qu'il y en a marre de ne pas avoir une offre de soins en matière d'urgence hospitalière qui ne soit pas au niveau des attentes du bassin de population. Donc nous aurons les urgences et la chirurgie lourde sur Poissy, et nous aurons toute la chirurgie et toutes les pratiques ambulatoires et toutes les pratiques que je viens de décrire sur le site de Poissy. Voilà. Donc ça, de Saint-Germain. Ça prouve que vous suivez. Après 22 heures, c'est quand même bien. Voilà. Pour répondre à votre question, mais bien évidemment, il y a notamment un développement qui est très important autour de la maternité, qui n'est pas sur le centre hospitalier, qui est sur la clinique, qui aujourd'hui a été reprise par un opérateur privé et qui souhaite développer. Nous faisons aujourd'hui environ 900 naissances sur Saint-Germain. Nous sommes en capacité, avec de l'extension, d'en faire 1300, 1400 ou 1500 demain. Et bien évidemment, on a des attentes de la part des populations qui sont dans ces communes nouvelles, avec des jeunes familles qui également voudraient pouvoir accoucher à Saint-Germain, plutôt que d'avoir un taux de fuite important, notamment sur des cliniques au Chênay. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Monsieur Ravel, peut-être, ouais, si vous aviez le micro, ça serait plus simple. Bonsoir, monsieur le maire, Alain Ravel. Donc, voilà merci. Donc, voilà ma question. Elle est d'ordre général. Si vous voulez, si j'ai bien compris, le projet d'association de ces communes est donc de rationaliser les coûts, de rationaliser les logistiques et de s'assembler
pour, en fait, unir nos forces. C'est bien ça. C'est bien ça, monsieur. C'est une des réponses, c'est pas que tout ça, c'est une partie. Quelle est l'autre partie? Il y en a plein d'autres. Il y a définir un projet commun et un D'accord. projet communal. C'est pour unir nos forces, pour mieux maîtriser toutes les problématiques qui se posent dans les communes. En gros, c'est ça. Oui, mais pas que. Encore une fois, pas que. Non, mais on peut parler de la forêt, on peut parler de l'environnement, on peut parler de la préservation de notre cadre végétal. Voilà, ça c'est une réflexion un peu plus large que cela. Ça, c'était pour préciser le sujet. Après vient ma question. Donc, si j'ai bien compris également, si toutes les communes sont d'accord pour réaliser cette commune nouvelle, la décision interviendrait au mois de janvier et jusqu'aux prochaines élections, chaque commune fonctionnerait avec son maire et ses conseillers municipaux. C'est bien ça? Non? On va vous expliquer le fonctionnement, ensuite, parce que c'est vrai que c'est pas donc simple. Je vais au bout, ça va aller assez vite. Donc au bout, après, on a donc une élection avec la commune nouvelle, avec le maire de la commune nouvelle et un conseil municipal de la commune nouvelle? Oui. D'accord. Donc ma question est la suivante. Sur quels critères d'élection ce maire sera-t-il élu? Sur quels critères d'élection le conseil municipal sera élu? Et en dernier sort, si vous voulez, comment tout ça, ça fonctionnera pour que les rapports de force soient équilibrés et que on ait... Vous avez bien compris la question? Comment tout ça, ça fonctionnera? C'est ma question. Oui, c'est une vraie question. Vincent. Juste, il y a deux choses à voir. C'est qu'il y a une période transitoire et une période normale. La période transitoire, dans le cas de Saint-Germain, si Saint-Germain fait une commune nouvelle à 4, va commencer au 1er janvier 2019 et se terminer au mois de mars 2020, date des élections. On a deux options. Le système légal qui est de créer un conseil municipal nouveau, enfin pas nouveau, mais un nouveau conseil municipal sur la base maximum de 69 élus. 69 élus, c'est le maximum qu'il y a en France. Et là, on répartit les élus en fonction des habitants. Et je peux vous dire que cette solution, elle est très rarement prise parce que ça réduit drastiquement le nombre d'élus. Et je peux vous redonner le tableau. Je vous donnerai les tableaux de répartition. Ça ne fera pas plaisir à nos trois amis des trois petites communes parce qu'ils auront beaucoup moins d'élus que Saint-Germain. Donc, ce système, en général, il n'est pas pris. Reste un système dit dérogatoire. Le système dérogatoire, c'est on additionne, on agrège l'ensemble des 4 conseillers municipaux et on monte à 124 élus. Et là, il y a un maire, des adjoints, et dans ces adjoints, les maires des anciennes communes deviennent maires délégués. Ils sont forcément adjoints et ils deviennent maires délégués. Et donc, on fonctionne comme ça pendant 1 an et quelques. Et vous comprenez bien que 124 élus, ça ne se manipule pas aussi simplement qu'un conseil municipal réduit. Juste à titre d'information, Paris, c'est 163 élus. Marseille, 101 élus. Lyon, 63 élus. Donc on passerait à 124. Je peux vous dire qu'il y a des je suis directeur de l'association des maires des Yvelines et par ce biais-là, je travaille avec l'AMF. Je peux vous dire qu'il y a des communes nouvelles, ils sont à 280 élus, 300 élus. Et donc ces périodes de transition sont assez longues. C'est aussi un des éléments, et je ne dis pas que c'est l'élément, mais c'est aussi un des éléments qui nous incite à faire ça aussi en fin de mandat. C'est quand vous commencez une nouvelle mandature et que vous allez pouvoir faire 3 ou 4 ans avec un paquebot à 124 élus, je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas que ça, mais globalement, c'est un élément. Après, en effet, arrive l'élection de 2020. Et en 2020, il n'y a plus 4 communes, il n'y a qu'une seule commune. Et donc, une nouvelle circonscription électorale. Je fais une parenthèse aussi. Pourquoi 2019 pour Saint-Germain avant 2019? C'est qu'on ne peut pas toucher aux circonscriptions électorales l'année précédant les élections. Donc 2019, pour créer une commune nouvelle, c'est totalement impossible, c'est neutralisé par le ministère de l'Intérieur, on ne peut rien faire. Donc, pour l'existoire de calendrier, c'est soit avant le 1er janvier 2019, soit après les élections municipales de 2020. On ne peut pas le faire en 2019, il faut le savoir. Donc à partir de 2020, mars 2020, une nouvelle circonscription, et on fait l'élection municipale comme sur une commune standard. Donc après, vous allez me dire, oui, mais Mareil, Fourqueux, Étang-la-Ville. Premièrement, Mareil, Fourqueux, Étang-la-Ville, ça n'existe plus en tant que circonscription électorale. Donc on part sur un bassin de vie complet. Et il est évident que n'importe qui pourrait faire une liste uniquement de Fourqueusiens ou de gens de Marie-Marly. Mais après, le bassin d'électeurs, c'est les 51 000 habitants. Donc vous comprenez bien qu'en effet, de toute façon, il y aura un problème c'est un effet masse. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui sont sur Saint-Germain continueront d'être 41 000, et ceux qui sont sur Fourqueux seront que 3 500, et que bien évidemment, le poids de Fourqueux sera proportionnel à celui qu'il a actuellement. Même si plus tard, dans l'histoire, au fur et à mesure, les gens oublieront les anciens systèmes.
nous, on voit ça parce qu'on est élu et qu'on a encore ce système-là. Mais en effet, Saint-Germain aura un point prépondérant. Ça, on ne peut pas faire autrement. C'est sûr et certain. C'est sûr. Non, on a eu cet échange déjà, M. Ravel, sur le marché. On sait déjà. Pas pour ma commune, mais il est bien évident qu'à partir du moment où une commune comme Saint-Germain pèse 10 fois ce que pèse une autre commune, comment, si vous voulez, objectivement, si je me fais bien, je cherche à bien me faire l'idée, c'est comment que la décision sera juste, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Les retours d'expérience sur les communes nouvelles qui ne sont pas forcément du même type, alors je ne sais pas comment ça s'est passé sur Annecy, mais c'est que globalement, personne ne fait une liste avec uniquement sa propre commune. Il est bien évident qu'il faut faire une liste avec des gens de tous les villages et au prorata. Et donc, ça, j'ai bien compris, si vous voulez, mais il ne reste pas moins vrai que, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait clair sur le mode de fonctionnement ensuite, quand il y aura une décision à prendre sur tel ou tel élément, comment ça fonctionnera. C'est ça les habitants du Bel Air pourraient dire qu'ils représentent 30% de Saint-Germain, c'est pareil aussi. Mais Alain, je laisse la parole à oui, Alain, juste par rapport, c'est aujourd'hui le cas. Quand vous faites une liste, par exemple, municipale sur Saint-Germain-en-Laye, vous prenez des représentants de tous les quartiers. Et quand vous devriez en tout cas respecter cet équilibre-là. Et quand vous prenez une décision, vous le faites pour l'ensemble du territoire communal et des habitants. Ça sera exactement la même logique et la même réflexion. Je peux comprendre qu'aujourd'hui ce soit un peu abstrait. On se dise, est-ce que nous, les Saint-Germainois, on ne va pas imposer notre vision du monde aux Fourqueusiens ou aux habitants de Mareil ou aux Stagnovillois. Mais bon, voilà, une fois que tout ça est agrégé dans le même ensemble, c'est l'intérêt général communal qui prédomine et on se doit d'avoir une représentation de tous les ensembles et de tous les quartiers, en tout cas, de ce nouvel ensemble. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrivera. Vincent vous a expliqué, un peu compliqué, jusqu'en 2020. Et puis après, un nouveau système qui se met en place après 2020. Tu complètes? Oui, je complète juste. En 2020, Saint-Germain, format commune nouvelle à 4, on est à peu près à 51 000 habitants. On aurait en fait la chance, pendant le prochain mandat, 2020-2026, d'être considéré comme une commune non pas de 50 000, mais de 60 000. Ce qui fait qu'on passe à 49 élus municipaux. Et en 2026, lorsqu'il y aura une nouvelle élection municipale, on revient à la strate normale, qui serait de 51 000, et là on repasserait à 46. Donc on passe 49, 124, 49, 46. Et tout ça est très simple quand même. Voilà. Oui, mais je peux vous dire que dans certaines, moi je le vois au niveau en province, quand vous avez des agrégats de plein de petites communes, ils passent de beaucoup d'élus à très peu d'élus en très peu de temps. Mais vraiment très peu de temps. Et j'entendais Monique dire c'est qu'en effet des bénévoles qui partent. C'est vrai. En effet, c'est des bénévoles qui partent. C'est pas les élus qui coûtent cher. C'est pas les élus municipaux qui coûtent cher. Je le dis devant tout le monde ici. C'est d'autres qui coûtent cher. Mais les élus municipaux, ils coûtent quasiment rien. 500 000 élus locaux en France, 400 000 au moins qui ne touchent rien. Donc c'est des gens. Mais il y a d'autres moyens de réintégrer ces gens dans les conseils consultatifs, dans nos conseils de quartier. De toute façon, il y a un système pour réintégrer ces gens-là de toute façon qui veulent s'investir et il faudra qu'ils s'investissent de toute façon. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Alors, s'il n'y a plus de questions, je voudrais, avant de conclure, peut-être de laisser la parole à Madame Dubarry sur notre processus de consultation, concertation qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, pour vendredi soir, d'abord dans le prolongement de cette première réunion, il y en a une seconde qui se tient à la soucoupe vendredi soir à 20h30, donc pour effectivement être au plus proche nord et sud et nous-mêmes nous déplacer. Donc même format de réunion, vendredi 20h30 à la soucoupe. Ce que je voulais vous dire concernant le questionnaire de consultation, je vous invite à vous rendre sur le site de la ville. Le site de la ville est directement donc sur la première page. Vous avez un petit onglet Communes nouvelles. Sur cet onglet Communes nouvelles, vous avez non seulement les documents ressources qui ont été évoqués par Monsieur le maire et par Monsieur Straub du cabinet Eneis. Donc il y avait d'abord un 4 pages assez pédagogique sur la commune nouvelle et sur le projet qui avait été diffusé dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez le télécharger et le reconsulter sur le site. Et puis il y a un certain nombre de documents ressources plus techniques qui ont été mis en ligne pour effectivement partager les travaux et les études Eneis. Donc vous avez les documents ressources et vous avez le questionnaire qui est un questionnaire vraiment très simple à remplir
remplir 2 pages avec à la fois question fermée et une question ouverte pour laisser à chacun la liberté de s'exprimer. Pour ceux d'entre vous ou pour les Saint-Germanois plus réticents à l'usage du site internet, le questionnaire est également publié dans le prochain journal de Saint-Germain-en-Laye, celui donc du 8 juin, si je ne me trompe pas, oui, vendredi 8 juin. Et bien évidemment, vous pouvez, ou les Saint-Germanois qui le souhaitent, le remplissent et le déposent dans les urnes qui seront mises à disposition à l'hôtel de ville, au centre administratif, je vous prie de m'excuser, et à la mairie annexe. Donc ça, c'est l'élément important en ce moment, c'est effectivement ce questionnaire, et on souhaiterait vraiment qu'il soit rempli par le plus grand nombre de Saint-Germanois possible. Donc voilà, on se donne les moyens. Je vous invite à partager cette information auprès de vos réseaux respectifs. Et puis ensuite, bien évidemment, en fonction des prochaines avancées des études, en septembre, on rééditera les formules de réunions d'information, voire d'ateliers participatifs, en fonction, bien évidemment, comme on vous l'a dit, c'est un processus évolutif, et la concertation se calera à ce processus. Donc là, je vous donne les infos pour ce qu'on fait à présent, et en septembre, on retravaillera, bien évidemment, à d'autres réunions, à d'autres ateliers et à d'autres supports de communication. Voilà. Ce que je voulais simplement rajouter, ce que vient de vous annoncer Madame Dubarry, c'est qu'il y a effectivement le même processus de réunion publique chez les communes voisines. Je crois jusqu'au 18... La dernière doit être à Mareil le 18 juin, donc à l'Étang-la-Ville, à Mareil et à l'Étang-la-Ville. Bon, après, il y a un temps de vacances, et on reprendra effectivement en fonction de l'avancée, ou pas, de nos réflexions, de nos études en septembre, et avec, moi je souhaiterais en tout cas une déclinaison thématique. Je vois Violaine Boisserie, j'aimerais bien qu'on puisse faire une réunion spécifique secteur associatif, secteur sportif, les commerçants de Saint-Germain, alors qu'on a reçu la semaine dernière, et qu'eux évidemment sont très moteurs dans ce projet-là, mais on va décliner également par grands thèmes, entre guillemets. Voilà, je suis encore dans cette salle pour celles et ceux qui voudraient poursuivre les échanges et ce débat, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sujet tabou. En tout cas, merci en tout cas de vous être rendus disponibles pour cette réunion, et peut-être à vendredi soir à la soucoupe pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup.